Christophe sur France Maghreb 2. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver, c'est parti pour votre grand forum et ce jusque 18h, ravi de vous retrouver en ce mardi 17 novembre, j'espère que vous allez tous bien, c'est parti durant 2 heures, la possibilité de nous appeler au 01 40 33 9000, bien entendu le standard est ouvert et à votre disposition comme chaque jour aujourd'hui pour nous accompagner Rudy Kazi et Gamal Abina et nous parlerons aussi de la semaine du handicap, ça peut-être ça vous a échappé, et bien nous en parlerons tout à l'heure avec Sabrina Houd qui sera avec nous dans cette émission, le grand forum, soyez les bienvenus messieurs dames, un petit peu de pub, on est de retour très vite sur France Maghreb 2 pour le grand forum jusque 18h. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2, le grand forum, c'est donc parti, ravi de vous retrouver aujourd'hui entre 16h et 18h. Tiens, il était déjà là hier, il est de retour aujourd'hui, c'est un plaisir de l'avoir en plus face à moi. Gamal Abina, bonjour mon Gamal. Bonjour Christophe, c'est un plaisir partagé. Bon, accompagné de monsieur Rudy Kazi, bonjour monsieur Rudy Kazi. Bonjour à tous. Comment ça va mon Rudy ? Très bien, on a eu un bon week-end, je sais pas si ça a été relayé, mais je sais que tu as eu Mohamed Yabali vendredi après-midi dans l'émission. Oui. Donc l'événement de soutien à Mohamed Yabali, je le rappelle, maire de l'île Saint-Denis, qui s'est déroulé samedi après-midi, c'est très bien passé. Il y a eu beaucoup d'élus qui sont venus pour le soutenir dans cette phase difficile qu'il a traversée. Bon, effectivement, et on espère que ça va s'arranger pour lui. Allez, on commence messieurs par un petit quiz, histoire de se mettre en forme. Et nous sommes aujourd'hui le 17 novembre, ça ne nous aura pas échappé, avec quelques petites questions et des choses qui se sont passées donc un 17 novembre. Quel footballeur français prend sa retraite en étant 1998 ? Platini ? Non. Dommage. 98 Deschamps. Non. Non. Thuram. Deschamps, il a joué. Non, Thuram aussi. 98. Laurent Blanc. Non. Non. 98, c'est. De Sailly. Non. Non, c'est. Non, il a joué aussi de Sailly en Coupe du Monde. Bah ouais, non, c'est vrai, il a fait la. Ah oui. C'est quoi ça ? Ah, en 98, mais avant ou après la Coupe du Monde du coup ? Ah, c'est avant. C'est à. Je sais pas. Bah, c'est avant. J'en sais tu rien. vois, là, c'est une grosse colle là. Ça va. C'est alors il a Ginola, fait, non, il a fait les Papin. belles heures. Papin en anglais, est Papin. une bonne réponse. Jean-Pierre Papin, JPP, prend Alors, sa on est retraite. obligé d'aller à la Eh oui. Quel rassemblement en France a réuni 287 210 manifestants ? On était en 2018. 2018 ? Oui. Quel La mouvement ? Coupe du Monde, non ? Non. Ah, 200. en 2018. Oh, je suis fatigué. Ouais. 17 novembre Ah oui, 2018. Les gilets jaunes. Bah oui, tout bah simplement, oui. les Gilets jaunes qui ont fêté leurs 2 ans d'ailleurs aujourd'hui, dans quelques quartiers, notamment Montparnasse. Je cherche à présent un réalisateur américain né en 1942 à New York. De Palma. Non, il remporte en Coppola. 2007, l'Oscar du meilleur réalisateur pour Les Infiltrés. Il a eu la Palme d'Or au Festival de Cannes en 1976 pour Taxi Driver. C'est Scorsese. Martin Scorsese bah oui. est une bonne réponse, Martin De toute façon, Scorsese. c'était un de ces trois là. Oui. Coppola, Scorsese. Ça aurait pu être Spielberg. Ouais, Spielberg. Ouais. Je cherche à présent une actrice française, messieurs, née en 1966. L'indice, la boum. Sophie Marceau. Sophie Marceau Ouais, est une bonne réponse. Bon anniversaire, Sophie. Qu'elle est élégante. Ou en tout cas, elle l'était. Elle prend très bien de l'âge. Hein. Ah oui, absolument. Très bien. Je cherche à présent une athlète française, mais aussi sierra-léonaise, née en Urtis. 1974. Urtis. Non. 74 ? Oui. Ah oui, c'est. Elle était ministre. Non. Non ? Je sais pas. Non, je crois pas. Si, des sports, il me semble. Peut-être. C'est pas Muriel Urtis. Non. Non. C'est pas Muriel Ortiz. Une athlète. Oui. Ouais, une gymnaste. Elle est née en Sierra Leone. Ouais, Sierra Leone, ouais, elle était ministre, je crois, c'est. Comment ça s'appelle déjà ? J'ai plus son nom, j'ai oublié. Je sais pas. Eunice. Eunice Barber. Voilà, est une bonne. Elle a été ministre. Bah oui, mais en fait, je Ouais. confonds. Ouais, c'est vrai qu'il y avait. Parce que Muriel Urtis, elle est aussi Ouais. anglophone aussi. Absolument. Bon, et enfin, je cherche un homme politique français mort en Uruguay en 1998. Il a été maire de Nice pendant de très nombreuses années, de 1965 à 1990. C'est de Nice ? Oui. Waouh. Maire de Nice. C'est tout ce qu'il a fait. Bah, c'est beaucoup, hein. C'est déjà beaucoup, hein, quand même. 65-90, Je maire parle de Nice. d'indices en fait. Je fais juste des indices, moi. Il a le même prénom qu'un ancien président de la République. François. Non, c'est pas François. Alors, Jacques. Charles. C'est pas Charles non plus. Jacques. Georges. C'est Jacques, mais qui ?
Ah oui, Jacques. Son nom... Chaban-Delmas, voilà. Non. Non. Ça, c'était Bordeaux, ça. Ah, pas de chance, oui. On l'a fait la semaine dernière. Jacques. Son nom de famille, c'est quelque chose dont on fait appel en ce moment beaucoup. Jacques Manif. Ah, non, Il est mort en Uruguay. Hein. En Uruguay. Un accident? C'est pas précisé. Non, attends, Il est mort, voilà. Il fut maire de Nice. ça m'en revient plus du tout. Jacques Médecin? Ah oui. Ouais. Bah alors, messieurs, Oh là là. Jacques Médecin. Ah, il y a dites tellement aussi, d'affaires sur lui en plus. quand même. Il a fait la prison, je connais son histoire par cœur. Ah oui? Oui. Ouais, Bon. enfin, médecin, c'était dur. Hein. Bon, et ben voilà, pour ce petit quiz, pour vous mettre en appétit, messieurs, dames, 01 40 33 9000. Notre Rudy Kazi va nous parler de quoi dans quelques minutes? On va parler des GAFAM face aux petits commerçants français. Les GAFAM, qu'est-ce que les GAFAM? Les GAFAM, c'est l'acronyme qui rajouté Amazon. symbolise donc Google, Apple, Oui, Facebook, D'accord. Amazon et Et Microsoft. Ah, il y a Microsoft, d'accord. Ouais, Microsoft, parce qu'on a rajouté le M. On a rajouté le Sachant M. que lui était là avant. Et justement, des petits commerces, c'est le sujet à la une, mon cher Rudy, ça t'aura pas échappé. Justement, c'est pour ça que j'ai souhaité en parler. Eh bah oui, écoute, t'as bien fait, le petit commerce, puisqu'une trentaine de députés à LREM font la pression à l'Assemblée nationale pour qu'on réouvre les petits commerces. D'ailleurs, un des ministres a quand même est revenu sur le fait qu'on ait utilisé non essentiel, c'est un peu péjoratif quand même pour des petits commerces, qui pourraient donc réouvrir à partir du 27 demandes. En tout cas, cette demande va dans ce sens. Est-ce que vous y êtes favorable? Je sais que la question peut paraître un peu surprenante, mais voilà, est-ce que vous êtes favorable, vous, à la réouverture des petits commerces qui sont dans le rouge quand même, faut le dire, hein. Et si on y ajoute, d'ailleurs, on écoutera ça tout à l'heure dans le zapping, la colère des restaurateurs, parce qu'on a visiblement, selon Le Point, annoncé une date de réouverture pour les bars et restaurants, vous avez entendu? 1er février. Bah, c'est logique. Et encore, pour les février, c'est optimiste. Hein. Ouais, 1er février, vous imaginez les restaurateurs, les bars, c'est une véritable catastrophe. Ouais, Exactement. Ouais. Bon, on en reparlera tout à l'heure, puisque dans le zapping, on aura aussi pas mal de trucs à vous faire écouter. Bon, notre Gamal est venu à la rescousse aujourd'hui, donc je suppose qu'il n'a pas de sujet. Si, j'ai un sujet. Ah, bah voilà mon Gamal, qu'est-ce qu'il va nous parler? Moi, je vais être méchant aujourd'hui. Ah, ça j'aime bien. Ça nous change. Oui. Je vais parler d'une adolescente de 16 ans à qui on a trop donné la parole. Ah, Ah bah ça allait être le sujet d'une tierce personne. oui, aussi, voilà. Pourquoi Bah, je tiens, prends le relais. eh ben c'est bien. Eh bien tiens justement, on va déroger à la règle, on va commencer directement par notre zapping si vous le voulez bien. Histoire de vous mettre en appétit, vous pouvez évidemment nous appeler pour participer à cette émission, c'est la vôtre, hein, n'oubliez pas. C'est tous les jours 16h-18h sur France Maghreb 201 40 33 9000. Le standard est ouvert et à votre disposition. Et justement, je parlais de la colère des restaurateurs, ils étaient de nouveau dans la rue, c'est passé du côté de Lyon. Écoutez cette restauratrice qui dit clairement, nous allons crever. À quel moment on peut être sacrifié sur l'autel de la crise sanitaire? C'est-à-dire que, effectivement, on a protégé les plus faibles pour la crise sanitaire, ce qui est normal, et aujourd'hui, pour la crise économique, on laisse les plus gros s'en sortir, et ils s'en sortiront très bien, c'est-à-dire qu'eux n'ont pas de problème, et nous, on va crever. Parce que crever, c'est le mot, c'est exactement ce qui nous attend. C'est pas normal, c'est injuste, en plus, tellement injuste. Tellement injuste, on va crever, nous dit cette restauratrice du côté de Lyon lors d'une manifestation, messieurs. Elle a raison, non? Bah évidemment, que dire. Honnêtement, la gestion de cette crise, de toute façon, on va en parler un petit peu, hein, mais plus spécifiquement par rapport au sujet qui va m'animer moi. Mais cette crise, en fait, elle est compliquée parce que d'un côté, je parle de la gestion, d'un côté, effectivement, on saupoudre en fait les commerçants d'une aide qui est limitée, je crois, à pas plus de 10 000 euros et qui ne représente rien dans leur chiffre d'affaires, en fait, puisque ils doivent continuer par ailleurs à payer des loyers et à payer des charges. Ouais. Vous imaginez un petit peu le truc. Donc en fait, c'est pour ça qu'elle se sent abandonnée, cette dame. C'est parce qu'elle a un établissement dont elle n'a pas forcément l'acquisition, en tout cas des locaux, et elle doit continuer de payer des loyers. Et en plus, elle doit s'endetter. Elle a peut-être des carnets de commandes qui sont remplis par rapport à tout un tas d'éléments qui servaient Plutôt à bien la création élément, de sa cuisine. Rudy. Donc là, c'est compliqué. C'est le réveillon du jour de l'an. On sait très bien que les restaurateurs, c'est leur grande soirée, c'est la soirée de l'année. Ils Absolument. font des repas, etc. Là, ils risquent d'en être privés. Tout à fait. Et toute cette semaine,
semaine. D'ailleurs, à partir de Noël ou un peu avant Noël, jusqu'au jour de l'an, c'est vraiment les moments où, d'ailleurs, la plupart des commerçants enregistrent des gros chiffres d'affaires et d'ailleurs qui rattrapent souvent des petits moments compliqués de l'année. Oui, absolument. Gamal, le restaurateur. Il suffit de marcher dans les rues pour constater que, non, pas seulement les restaurateurs, ça se réduit pas qu'à eux malheureusement, mais la plupart des petits commerces sont en train de déposer le bilan. Alors, toutes les petites structures qui ne sont pas dans les groupes, tous les indépendants, des milliers d'entrepreneurs, je rappelle que 50% du chiffrage, 50% de l'emploi de France se fait par ces petites PME, PMI. Et effectivement, on constate, l'année dernière, il y avait un recul des défaillances d'entreprises. Cette année, c'est une explosion. Et les conséquences vont être très lourdes. Alors, la Rudy vient d'évoquer une question, à savoir le soutien aux entreprises par ces fameux 10 000 euros. Ouais. Je reformule exactement ce qui a été dit par M. Macron parce qu'il est très, très malin sur les mots. Il a dit une aide potentielle va être allouée qui ira jusqu'à 10 000 euros. Ça signifie que la plupart n'atteindront jamais les 10 000 euros. Et quand ils ont reformulé ça en précisant, parce que l'État reste encore très très pince sur ce coup-là, parce qu'autant les Allemands ils donnent 15 000 euros d'un coup sans poser de questions, ici ils font du cas par cas. Vous demandez une aide, ils étudient le type de profil, ce que vous faites, votre activité, ce qui est impacté ou pas. En substance, ils font vraiment une étude de dossier plus ou moins précise. Et les gros ont pris la part du lion, les petits n'ont quasiment rien. Ils ont droit à 1 500 euros dans le meilleur des cas. Et certains, pire encore, j'ai vu une femme qui pleurait. Puis non, pire, une femme qui pleurait, elle était en redressement fiscal, elle était en contrôle, pas en redressement, contrôle fiscal. C'est-à-dire qu'on étudie son état fiscal, ils lui ont supprimé toutes les aides. Donc c'est ça la réalité du marché aujourd'hui, c'est que les gros prennent la part du lion, les petits sont mis en difficulté volontairement, puisque la crise sanitaire, ça oblige à fermer les commerces, certains commerces, et de l'autre côté, on les laisse mourir à petit feu. Et il y aura des conséquences très très lourdes à la suite de ça. Alors, autre chose dans le zapping qui n'a rien à voir, c'est la loi sur la sécurité globale. Le texte controversé arrive aujourd'hui à l'Assemblée nationale, messieurs. 1300 amendements déposés pour cette proposition de loi relative à la sécurité globale. 32 articles qui prévoient notamment plus de missions pour la police municipale, plus d'encadrement de la sécurité privée et la création d'un cadre juridique pour la surveillance policière par drone. Le 24e article, lui, traite de la diffusion des images des policiers. S'il est adopté, il créera un nouveau délit. Le fait de diffuser, dans le but qu'il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique, l'image du visage ou tout autre élément d'identification d'un fonctionnaire de la police nationale ou d'un militaire de la gendarmerie nationale lorsqu'il agit dans le cadre d'une opération de police. Sanction, 1 an de prison et 45 000 euros d'amende. Que vise cet article ? Protéger nos policiers qui sont victimes d'agressions, mais évidemment pas une interdiction de filmer et de diffuser des policiers en manifestation ou en intervention. Il faut être très clair sur ce point-là. Aucune limite à la captation d'interventions policières donc, mais la justice pourrait être saisie s'il est prouvé que la diffusion des images visait à nuire. Les syndicats de journalistes dénoncent une tentative de porter atteinte à la liberté d'informer. Pour les associations qui militent contre les violences policières, il s'agit d'un moyen de limiter la publication de ces images, des vidéos qui peuvent parfois servir de preuve quand les forces de l'ordre sont mises en cause. Sur demande de la Ligue des droits de l'homme, l'ONU a rendu un rapport sur le projet de loi et estime qu'il peut entraîner des atteintes aux libertés fondamentales. Voilà pour ce texte de loi très controversé qui arrive aujourd'hui à l'Assemblée nationale. On en a d'ailleurs beaucoup parlé ici, notamment avec Rudy, je crois. La loi sécurité globale, les journalistes sont en colère. Ils dénoncent une restriction de liberté et ça peut être extrêmement compliqué pour eux qui sont en manifestation par exemple et qui filment une intervention un peu musclée de la police. Ils pourraient se retrouver finalement amendables, voire plus d'ailleurs, si toutefois cette vidéo se retrouve sur les réseaux. Et quand c'est du live, vous pouvez difficilement cacher le visage d'un policier qui peut être entre guillemets mis en cause, ou pas d'ailleurs, parce que ça peut être aussi dans l'autre sens, en disant dédouanant le policier. Le problème, c'est qu'on est en train de restreindre petit à petit des libertés qui, somme toute, ont été arrachées quand même, Gamal Abina. C'est important, ça. C'est fondamental, mais le calendrier n'est pas au hasard. Je veux dire, ils savent très bien qu'il y aura des révoltes sociales dans pas longtemps. Il y aura une sortie de
des gens qui ont été frappés par la crise, combinés aux gilets jaunes qui sont inquiets, combinés à tout un tas de mouvements sociaux qui sont en train de se structurer plus ou moins de façon informelle aujourd'hui. Et des réformes qui sont suspendues d'ailleurs. Oui, absolument. Et le problème, c'est que la question qui doit être posée, c'est de savoir est-ce qu'un policier est un agent de l'État comme un autre? Est-ce que c'est un citoyen comme un autre? Est-ce que c'est un justiciable comme un autre? Oui. Est-ce qu'on peut, si jamais il commet un crime, oui ou non, pas les crimes, dans l'état actuel des choses, l'entretien de la peur du gendarme est maintenu par l'État. Ouais. Non, ça n'est pas le cas. Et dans les faits, sur un plan légal, sur un plan statutaire, oui, c'est le cas. Quand un policier, c'est pas un super-héros, commet une faute, il doit être réprimandé. Et il faut avoir les moyens de produire la preuve de cette faute. La vidéo est un des moyens qui, je le rappelle tout de même en justice, n'est pas une preuve. On ne produit pas une vidéo en preuve. Mais ça permet quand même d'apporter un élément. C'est versé au dossier, on le prend en considération. Et le fait que, d'ailleurs, c'est très intéressant, pourquoi est-ce que la vidéo n'est pas une preuve? Parce qu'on dit qu'on peut les truquer, d'accord, très bien. Mais de l'autre côté, témoin, vidéo combinée, c'est une preuve accablante. Et le problème, c'est que si on part sur une perspective de répression policière qui est probable, malheureusement, ça va arriver, puisque aujourd'hui, on n'est pas dans un État qui laisse beaucoup d'espace d'expression. Si jamais ça devait arriver pour les raisons que je vous ai expliquées, eh bien, on n'aurait plus la possibilité, si cette loi passe telle quelle, je veux dire, elle sera retoquée certainement, mais en tous les cas, on n'aurait plus la possibilité de pouvoir se retourner contre l'instrument de répression qui est aujourd'hui la police. Ouais, Rudy, on en a parlé avec toi la semaine dernière, et avec bien d'autres aussi, parce que cette loi a interpellé nos différents chroniqueurs. Etc., Voilà, c'est ça. Quelque chose à rajouter? Oui, on en a parlé effectivement longuement sur les conséquences et sur la crainte que peut supporter les syndicats, l'intersyndicale du journalisme, notamment en la matière. Mais au-delà de ça, parce que maintenant on a posé le cadre, l'article 24, effectivement, qui fait peur, notamment sur la restriction, je dirais, des libertés publiques en ce qu'elle permettrait effectivement de pouvoir, dans un certain cadre, limiter les risques de bavure en fait des policiers qui seraient peut-être impressionnés par le fait d'avoir des caméras. Et on sait que dans un certain cadre, les policiers peuvent agir aussi avec une certaine impunité pour faire parfois ce qu'ils ont à faire et parfois par faire même au-delà de ce que la force publique leur dévolue comme attribution. Mais moi, je dis aussi une chose que je n'avais pas dit l'autre fois, c'est que si l'instance que l'IGPN faisait réellement bien son travail, ou s'il y avait vraiment suffisamment d'affaires qui seraient donc déposées auprès de la justice pour que la justice puisse prendre des mesures, notamment quand des policiers outrepassent l'utilisation de la force publique, et ben en fait il y aurait pas à craindre en fait ce type de loi, vous voyez, parce que c'est souvent ça le problème. Souvent les policiers qui sont sanctionnés par l'IGPN le sont parce qu'en fait ils ont manqué au code déontologique de la police, mais pas lorsqu'il y a des plaintes qui sont amenées avec un certain nombre de preuves. Certaines ne vont même pas jusque devant les tribunaux, vous voyez. Donc le problème, pour moi, il se situe là. Sinon, on n'aurait pas à craindre cette loi. Il y a des chances qu'elle soit retoquée. Et en plus, il y a aussi tout ce qui est la question des services privés. Les services privés, quand même, c'est assez tendu, parce que là, du coup, en fait, ce que nous, en tant que citoyens, dans le contrat social dont on parle souvent, qu'on dévolue à l'État, au travers notamment de la force publique d'État, va être donné à des privés dont on ne sait pas s'ils sont en capacité de gérer la chose avec le souci de l'intérêt public, quand même. L'essayiste Alain Minx était l'invité ce matin de CNews et il a déclaré, cet essayiste évoque la laïcité, une spécificité à la française que le monde ne comprend pas, c'est ce qu'il a dit ce matin sur CNews. La laïcité, c'est une spécificité française que le monde ne comprend pas. Non. Les pays musulmans, évidemment, mais les pays anglo-saxons. L'échange de lettres entre Emmanuel Macron et les journaux américains est très révélateur. Ce sont des pays, eux, empreints de religiosité. Ce sont des pays où l'État est dans une espèce de relation complice avec les religions. N'oubliez pas que même dans le pays qui nous est le plus proche, qu'est l'Allemagne, il y a un impôt cultuel que vous payez sur votre feuille d'impôt. Vous pouvez refuser, mais vous le payez. Donc c'est très compliqué d'expliquer au monde ce que nous sommes en la matière, mais ce que nous le sommes depuis des siècles, et tous les tenants d'une forme de nationalisme devraient être les premiers à penser que sur ce sujet, il faut assumer notre passé. Alain Minx ce matin sur CNews. Alors je ne savais pas, pour être très franc avec vous, qu'il y avait un impôt cultuel en Allemagne. Ah, bien sûr. Il n'y a pas eu de séparation de l'Église et l'État. L'Allemagne a préservé, ils ont bien fait d'ailleurs. Et pour ceux qui veulent, c'est pas obligatoire. Non, mais c'est pas la question. C'est que les églises allemandes, ce que les gens ne savent pas, parce qu'il y a quand même un rapport. Mais il a raison, Alain Minx. Et bien sûr qu'il a raison. Laïcité, notre spécificité à la française. Mais très rapidement, Christophe, les églises allemandes sont très riches. Ouais.
C'est pas les bicoques de France. Ensuite, oui, il a raison. Effectivement, moi, j'ai eu l'occasion de faire une interview avec un journaliste anglais qui a été publié hier, d'ailleurs, et qui marche très très bien. Ils découvrent complètement ce qui se passe en France. Ils ne comprennent absolument pas les concepts de laïcité, ne comprennent pas cette obsession sur le fait religieux, ne comprennent pas les origines du mal, à savoir qu'il y a des dérives qui sont opérées à la suite de ce genre de réactions excessives. Je parle des caricatures et surtout des insultes, parce qu'on parle beaucoup d'insultes en ce moment. Ça, ils ne comprennent pas. Pour eux, c'est complètement délirant, parce que je rappelle quand même qu'en Angleterre, il n'y a pas de laïcité, et je le dis toujours aux laïcards, parce que je ne les supporte pas. Bizarrement, le pays où on a inscrit la laïcité, qui était soi-disant quelque chose de garant des libertés et du fait religieux, et donc du vivre ensemble, c'est comme ça qu'on appelle les choses, c'est le seul pays où ils ont installé ça, c'est la France, que les autres pays l'ont écarté, maintenant il n'y en avait que 3. Aujourd'hui, ce pays-là est le pays où il y a le plus de problèmes religieux. Alors qu'en Angleterre, la reine d'Angleterre est la reine de l'église anglicane, elle garantit le culte à tous et il n'y a aucun problème religieux. Je parle de l'Angleterre, je parle de l'Allemagne, je parle de tous les pays du monde. Rudy ? Ouais, la particularité de la laïcité, souvent on oublie de le dire, c'est qu'elle a un cheminement historique. Elle prend sa place d'abord en fait dans la Révolution. En fait, c'est là qu'en fait que le concept de laïcité commence à arriver. Elle procède de la volonté en fait donc d'écarter donc le monarque, comme c'est le cas en Angleterre, qui est effectivement dépositaire en fait de la foi, et donc d'aller jusqu'à en fait à un État qui impose en fait une sorte en fait ce qu'on appelle la laïcité, c'est-à-dire en fait le fait d'avoir un État qui est séparé donc de la foi. Et dans le cadre quand même de la laïcité à l'époque, en tout cas avant, quand elle était précédée par la loi de séparation de l'Église et de l'État, elle s'est faite quand même dans une violence assez importante vis-à-vis des religieux de l'époque, à savoir les catholiques. Il y avait une volonté pour certains députés, c'était pas le cas de tous, d'effacer tout signe de distinctif en fait de la foi dans l'espace public. C'est quand même ce projet à la base, il allait très 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 loin. Donc finalement la laïcité que l'on a aujourd'hui, enfin en tout cas qu'on a hérité de cette époque, c'était quelque chose de plus light, avec plutôt une séparation vis-à-vis de l'État, c'est-à-dire tous les fonctionnaires, etc., qui peuvent pas avoir des signes distinctifs de foi, etc. Mais aujourd'hui, dans la lecture qu'on fait de la laïcité, on a l'impression de revenir à une époque où comme si on veut une absence totale de religion. Mais moi, en fait, j'aimerais juste sonner une sorte de sonnette d'alarme en disant que le fait religieux est indissociable de l'homme. Tant qu'il y aura des hommes sur la terre, il y aura une foi, une croyance. C'est quand même lié à des questions anthropologiques, à des questions sur son avenir, sur la fin de vie, qui sont inhérentes à l'apparition même de l'homme sur la terre, en tout cas pour ceux et celles qui croient. Donc, oui, ces questions, on peut... Oui, merci beaucoup. Ces questions, en fait, on ne pourra jamais les éluder et on ne peut pas faire comme si le fait religieux n'existe pas. Oui. On doit plutôt essayer, via effectivement notre culture, puisque maintenant la laïcité, là, on ne peut pas faire comme si elle n'existait pas. Mais on doit avoir une lecture qui est différente, peut-être celle de Jacques Chirac à l'époque, qui justement, parlant des caricatures de Charlie Hebdo, avait plutôt une vision de la laïcité qui était plutôt qui est reliée en fait au concept de notre bloc de constitutionnalité, à savoir le respect des religions, tant que ce respect n'interfère pas et n'agit pas contre les personnes qui ne croient pas. Voilà. Et puis il y a une chose, il fait référence, Rudy, à l'arrêté anti-soutane, puisque la dérive a été jusque-là, c'est-à-dire qu'il y a eu un arrêté dans une municipalité où le maire voulait plus que les curés sortent de l'église ou de leur couvent en soutane. Ouais. Donc cet arrêté a été écarté, mais c'était vraiment une bagarre sur le plan sémantique, il voulait absolument, enfin même plus politique et même carrément juridique, il voulait liquider littéralement le fait religieux. Je rappelle quand même, parce qu'il y a quand même une hypocrisie qui est bien entretenue en France, la laïcité sur le territoire français, non pas partout d'abord, parce que la laïcité qui est là depuis 1905... C'est vrai que sur l'île de la Réunion, le concept de laïcité n'existe pas. N'existe pas, et pas seulement. Les colonies... On appliqué, oui, et le concordat de l'Alsace-Lorraine, parce que ce sont essentiellement des anciens Allemands, ce sont essentiellement des protestants, et pour qu'il n'y ait pas cette double fracture entre leur pays d'origine, l'Allemagne, ils ont été conquis par l'Allemagne pendant plus d'un siècle quand même, et le fait que leur religion ait une spécificité régionale et qu'elle ait été une religion martyre, rappelons-le quand même, il y a eu un massacre à l'époque des protestants qui n'est pas anodin, c'est cette fameuse guerre de religion qui n'était pas une guerre, c'était un massacre. Et bien aujourd'hui on les préserve, donc on se rend compte que le concordat Alsace-Lorraine leur permet de financer leurs églises et surtout d'avoir leur culte tranquille, alors que le reste du territoire serait sous la coupe de la laïcité. Donc c'est une double hypocrisie pas appréciable. La Réunion, effectivement, puisque la Réunion, le fait religieux est très présent, et les anciennes colonies qui n'étaient pas du tout dans la laïcité. Donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est de mélanger, et moi j'aime pas ce mélange, laïcité et droit au blasphème. Il n'y a pas de droit au blasphème, c'est même pas inscrit dans la loi. Il n'y a aucun droit à insulter la religion. C'est alors, clair. Autre chose, et pour terminer ce zapping, proposition de Laurent Wauquiez, hier, le président de la région Rhône-Alpes, sèchement encadré ce matin par
Olivier Véran sur BFM TV. Je propose d'écouter cette passe d'armes. Écoutez. On a décidé de lancer une campagne de tests massifs contre le Covid dans notre région. Et on va le faire juste avant Noël pour protéger le plus possible nos aînés au moment des fêtes. On a déjà précommandé 2 millions de tests qui vont être réservés à notre région. L'objectif là, c'est prendre un train d'avance et de casser la circulation du virus dans notre région. Pour l'instant, j'ai vérifié avec le directeur général de l'ARS, il n'a pas été informé ni au courant, ni le préfet, donc attention à l'effet d'annonce. Mais ce qui est important, c'est pas de tester les gens, c'est d'être sûr qu'une fois qu'on les a testés, on est capable de les mettre à l'abri, pour éviter les contaminations et de faire du contact tracing. Parce que sinon, vous allez faire quoi? Vous allez tester des gens, puis après vous leur dites appelez votre médecin débrouillé. Ça, c'est pas possible. Voilà, la petite passe d'armes. N'importe quoi. Ce qu'il dit en fait Olivier Véran, pardon, mais c'est exactement ce qu'ils ont fait. On a commencé à tester, mais sans faire le tracing et l'isolement. Enfin, l'isolement. Donc, voilà, en fait, là, on est vraiment dans la politique politicienne. En fait, ils critiquent un opposant politique, mais en réalité, en fait, ils ont fait pareil. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive pas. D'ailleurs, ce matin, tu étais sur CNews et je pense que juste après toi, tu as suivi un petit peu le débat. Il y avait un médecin justement qui racontait que le problème, c'est pas que le confinement, le confinement a des répercussions assez importantes sur les commerçants, etc. Mais surtout, le confinement n'est efficace qu'un temps. Et donc, l'efficacité du confinement se pose réellement lorsque l'on déconfine. Finalement, puisqu'en fait, le virus se remet à circuler de plus belle. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on ne teste pas. En tout cas, là, on teste beaucoup, mais on n'isole pas derrière. Et on ne trace pas déjà, et donc on n'isole pas. Donc, ça veut dire que le virus, tôt ou tard, il va recirculer. Donc, on peut quasiment prévoir une troisième vague à un moment ou à un autre, en fait. Donc, c'est toujours pareil. Il y a une mesure qui est mise en place, et on se demande pourquoi, à l'époque du premier confinement, c'était parce que les lits au milieu hospitalier avaient explosé. Mais à côté de ça, aujourd'hui, les lits, on n'a pas encore a priori atteint la capacité maximale. Mais les 12 000 lits qu'on nous avait promis, aujourd'hui, on n'en a pas. Ah non, c'est clair. On n'a pas ces 12 000 là. Donc ça veut dire qu'on attend que le quota des lits explose pour faire quoi finalement ? Pour laisser les morts mourir sur le carreau, avec en plus la crise financière qui touche la plupart des gens. Alors pourquoi c'est n'importe quoi, Gamal ? Moi, depuis le début, j'ai la même position. Elle est simple, c'est de dire que ce gouvernement n'est pas sérieux, d'ailleurs comme beaucoup d'autres, mais celui-là en particulier. Il aurait fallu sacrifier une bonne fois pour toutes l'économie pendant 3 mois, isoler totalement le territoire français, dépister toute la population en une semaine avec l'armée. Oui. Vous avez vu qu'en Chine, ça y est, il n'y en a plus. 1,4 milliard de personnes, c'est quand même pas 60 millions. Masque, ils retournent en soirée. Mais je donne la méthode. Dépister toute la population, les gens, et je vais donner un petit bon qui va pas faire plaisir à Véran, parce qu'apparemment, il n'écoute peut-être pas la population. Les gens qui ont contracté la maladie sont immunisés. On leur met un bracelet, on leur met pas de masque. C'est ridicule. Mettez un bracelet, comme ça, on sait qu'ils ne sont pas contagieux. Ensuite, isoler les malades, traiter les malades. Boucler le territoire par région pour commencer, et ensuite sur tout le territoire national pendant 3 mois. Et le problème sera réglé en 3 mois. Mais le problème, ils ne le font pas. Vous savez pourquoi ? Parce que d'abord, ça coûte cher de dépister. Parce qu'ils n'en ont pas les moyens logistiques. Parce qu'ils n'ont pas le personnel nécessaire. Il n'y a pas assez de monde à l'hôpital, pas assez de médecins, pas assez d'infirmiers. Parce qu'ils sont incapables de répondre dans un pays qui serait la 7e puissance économique mondiale et qui ressemble à un pays du tiers-monde, incapables de répondre à une crise sanitaire avec des moyens adaptés. Aujourd'hui, c'est une course en avant. C'est un pari sur l'immunité générale, l'immunité collective, comme ils l'appellent. Et aujourd'hui, on laisse crever des gens. Et je suis très en colère. Je ne cache pas pourquoi. J'ai encore appris la mort de la mère d'un copain il y a une semaine, quelqu'un que je connaissais depuis plus de 30 ans. Donc ça commence vraiment à monter au crâne et je pense qu'il y a beaucoup de monde qui est énervé. On aura l'occasion d'en parler lundi prochain d'ailleurs avec une amie qui a ouvert un collectif pour porter plainte contre le gouvernement. C'est une gestion calamiteuse d'un gouvernement qui a une vision à court terme. Ils sont incapables de se projeter sur... Par exemple là, sachez déjà d'emblée, le 1er février c'est une blague. On sera en plein hiver. L'hiver s'arrête au mois de mars. On aura beaucoup de morts, une montée en puissance à cause des maladies classiques. C'est sûr, ça va revenir fort. Et ce sera bloqué pendant 5 mois. Pas pendant 3 mois, 2 mois, 5 mois. Ali est avec nous. Bonjour Ali. Oui, bonjour Christophe. Et bonjour à tes invités. Bonjour Ali, bienvenue à vous. Qu'est-ce qui vous amène, cher Ali ? Alors, sur le même sujet, la Covid, moi je cherche une explication, s'il y a quelqu'un qui peut m'expliquer. Ouais, allez-y. Il y a quelque chose qui nous est arrivé. Ma fille, elle a fait un stage à l'hôpital, à Bobigny, l'hôpital à Vicente, pour ne pas le citer. Oui. Pendant 5 semaines, stage d'infirmerie. Elle a fini vendredi dernier. D'accord. Alors, à l'hôpital, elle est obligée, il y avait des contaminés, il y avait du monde. Bon, bref, ils lui ont conseillé de faire un test. À la fin du stage, ils lui ont conseillé de faire un test. Oui. Donc, pas où. Alors, elle a fini vendredi. Le samedi, avant-hier, elle a fait un test. Vous voyez les tests dans les pharmacies. Oui, c'est antigénique. Franchement, c'est anarchique. Elle a fait la queue, elle a fait un test. 10 minutes, elle m'appelle, oui papa, je suis positif. Ah oui. J'étais d'accord, alors j'ai appelé ma femme et 3 autres enfants, j'ai 4 enfants.
On a été, on s'est fait tester. Moi et mes 3 autres enfants, on était négatifs. Ma femme, elle était positive. En sachant que ma femme, ça fait 15 jours, elle fait du télétravail, elle sort pas. Ouais. Alors les 2, elles étaient positives. Moi et 3 autres enfants, on était négatifs. Bon, bref, on était stressés depuis samedi. On a passé un sale week-end, isolé à la maison, c'est pas évident. C'est pas grave, on a appelé notre médecin traitant le samedi soir. Voilà ce qui se passe. Il a dit, écoutez, moi, franchement, les tests antigéniques, ça me rassure pas. Tenez, je vous envoie des ordonnances et il vaut mieux faire des tests PCR dans les labos. Ouais. Ce qu'on a fait, alors on a pris rendez-vous le dimanche, c'était ouvert. Ouais. Avec la Covid, tous les labos étaient ouverts. On a pris rendez-vous sur Doctolib. Il n'y a que ma femme et ma fille, les 2 personnes positives. Elles étaient faire le test PCR à 17h. Et donc 24h. Imaginez, à 22h, on reçoit la réponse, c'est négatif. Oh là là. Ouais. Alors, le problème, j'ai appelé hier matin, j'ai appelé la pharmacienne, la responsable de la pharmacie, on a fait des tests. Même elle n'a pas d'explication. Elle a dit, écoutez, je connais les faux négatifs, je les connais, mais faux positifs, incroyable. Il y en a, alors, sachez que dans les PCR, Ali, même dans les PCR, il y a 30% de faux tests. Faux négatifs, faux positifs, dans les 2 sens. Et là, en plus, on a augmenté avec les nouveaux tests antigéniques, on a augmenté le risque d'erreur. Parce qu'en fait, sur les différents prestataires qui fournissent ces tests, il y en a 2 ou 3 qui sont fiables. Et sur tout le reste du territoire, ceux qui sont moins fiables sont quand même vendus. Incroyable. Merci en tout cas, Ali. Bon courage. Heureusement, tout se termine bien finalement. Hein, ouais. C'est la belle histoire. Le dernier mot, le labo hier, que j'étais le voir, je dis voilà, est-ce que vous avez une explication? La pharmacienne de la part, on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on va isoler? Est-ce que les autres enfants vont y aller à l'école en sachant qu'ils sont négatifs? Moi, je vais aller au travail. Il a dit vous êtes négatif. De sa façon, le médecin au labo, vous inquiétez pas, c'est négatif. Je dis d'accord. Alors, il n'y a personne qui a un symptôme, ni ma femme, ni ma fille. Franchement, on ne sait pas. C'est une anarchie totale. C'est l'anarchie, effectivement. Voilà. Merci beaucoup, mon Ali. Bon courage à vous. En tout cas, merci de votre appel. Dans un instant, on va parler des GAFAM avec monsieur Rudy Kazi. Les GAFAM, qu'est-ce que c'est? Ce sont ces fameux Google, Amazon, Microsoft. J'en oublie un, je crois. Oui. Apple, Facebook et Microsoft. Non, tu l'as dit Microsoft. Il a dit Microsoft, Amazon. Oui. Et Gamal Amina aussi. Ah oui. On peut le mettre dans les GAFAM. On parle des petits commerces, les amis. La question du jour à la une. Aujourd'hui, une trentaine de députés LREM font pression pour que les petits commerces réouvrent à partir du 27 novembre. Est-ce que vous y êtes favorable? Évidemment, c'est un oui majoritaire. Vous pouvez nous appeler pour nous en parler. On parlera aussi de la semaine du handicap. C'est important aussi, messieurs, dames. Oui, le handicap, ça se voit pas forcément, mais pourtant, voilà, ça concerne énormément de gens. À tout de suite. Ça s'appelle le Grand Forum, les amis. On est là tous les jours de 16h à 18h avec Gamal Amina et avec Rudy Kazi. Rudy Kazi, conseiller municipal, mais aussi vice-président du collectif des élus binationaux qui est avec nous aujourd'hui. Nous a rejoint aussi, on va la saluer, Sabrina Aoud. Bonjour. Merci, bonjour. Bonjour Sabrina, vous êtes soyez la bienvenue. On va parler avec vous de la semaine du handicap dans un instant. Et c'est vrai que c'est chaque année au mois de novembre, je crois. Oui, du 16 au 19 cette année. Non, du 16 au 26. Du 16 au 26, donc on est en plein dedans, en fait. Ça a commencé hier. Ouais. Ça a commencé hier, justement. À quoi sert cette semaine du handicap? On tâchera d'en savoir davantage avec vous dans un instant. Mais avant toute chose, on va parler avec Rudy Kazi des GAFAM, mon cher Rudy. Tout à fait. Alors bon, les GAFAM, vous connaissez, hein, il s'agit donc de Google, Apple, Facebook, Amazon et le petit dernier qui est en fait le premier, Microsoft. Mais je vais vous en parler par rapport notamment aux petits commerçants, donc Amazon face aux petits commerçants. Et pour commencer, je vais vous dire bienvenue, bienvenue en France, où les commerces non essentiels sont fermés, mais pas dans les grandes surfaces. Attention, dans les grandes surfaces, les articles non essentiels, eux, par contre, sont ouverts. C'est donc dans les grandes surfaces que maintenant on peut retrouver aussi qu'on a pu fermer les rayons où se trouvaient des commerces non essentiels. Donc ça, c'est la particularité française. Et à côté de ça, nous avons un jeune homme qui n'est plus très jeune, mais avec toute la fortune qu'il a amoncelée, je crois qu'il a de quoi pouvoir avoir une fontaine de jouvence. Il s'agit de Jeff Bezos, patron, qui vit sa plus belle vie, patron d'Amazon, car cette crise lui est très profitable. On enregistre aujourd'hui plus de
37% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, plus 37%, imaginez. Le bénéfice d'Amazon aussi qui a triplé et qui passe à 6 milliards de dollars et un chiffre prévisionnel sur le quatrième trimestre qui se situera entre 112 milliards et 114 milliards de dollars. Plus 400 000, c'est le chiffre qui correspond aux nombreuses recrues à travers le monde. Tout va bien pour Monsieur Bezos. Le gouvernement a demandé à Amazon récemment de supprimer les campagnes publicitaires sur le pré-Black Friday. Vous savez, c'est l'opération de vente qui vient avant le Black Friday de Noël notamment et qui était prévue pour le 27 novembre. Amazon a accepté de supprimer le pré-Black Friday, mais pas le Black Friday évidemment. Alors qu'en parallèle, M. Véran, donc ministre de la Santé, a annoncé que les commerces non essentiels ne rouvriraient pas fin novembre, évidemment, aux grandes dames des petits commerces qui apprécieront. C'est une très belle époque où l'on vit donc une accélération de la digitalisation du commerce où maintenant tout ou presque tout est vendu sur Internet. Actuellement, Amazon profite d'un système préexistant à la crise sanitaire, vous me direz évidemment, et du fait donc de fermer des commerces. Bon, Amazon n'est pas responsable de cette situation, évidemment, mais c'est plutôt celles et ceux qui ont décidé de fermer les commerces. D'ailleurs, les ventes de détail, qui est la catégorie qui représente donc les commerces, représentent 7 à 8% du marché de vente global. Donc les GAFAM ne sont pas coupables, en l'occurrence, donc, de la conséquence de la crise sanitaire. Et même si les GAFAM se sont enrichis pendant plusieurs années au nez à la barbe des États, donc qui sont aujourd'hui plus puissants que les États, eh ben, les États ne peuvent pas désigner comme responsables de la paupérisation des commerces les GAFAM. Et si Amazon n'existait pas, évidemment, il y aurait d'autres entreprises qui profiteraient de l'explosion du e-commerce. Aujourd'hui, Amazon représente 22% du marché du e-commerce français et 22 millions de Français utilisent Amazon. Cela symbolise donc l'explosion d'Internet et aujourd'hui, certains citoyens qui sont solidaires des petits commerces, quelque part, ils continuent à exacerber cette paupérisation. Aux États-Unis, 75% des livres sont sur Internet, imaginez. Donc ce qui amène cette situation explosive au sujet des commerces qui accélère cette digitalisation de la vente au mépris des commerces de ville, c'est la désertification des centres-villes aussi, il faut en parler. Interdiction de circuler en voiture dans les centres-villes, ouverture des centres commerciaux, augmentation des loyers qui font fuir les classes moyennes, des centres-villes, plus évidemment l'explosion d'Internet, on en parlait. Or, tout cela existait avant le Covid-19 et est exacerbé par les décisions prises dans le cadre de la gestion du Covid. La paupérisation des commerces n'est donc pas la responsabilité des GAFAM, mais des politiques pour avoir mis en place des mesures économiques qui n'ont pas profité aux commerçants et qui ont même été mis en place sans mesurer l'impact économique sur eux. Or, le vrai problème des GAFAM, c'est l'optimisation fiscale et l'État est attendu aussi sur ces questions de l'optimisation, les GAFAM qui doivent quand même au moins 1 milliard d'euros au fisc. Mais il est aussi attendu sur la question des petits commerçants. Je rappelle, un petit chiffre pour la route, 95% des commerçants ont encore vu leur chiffre d'affaires chuter et le taux de fermeture est aujourd'hui à 86%. Voilà, mes amis auditeurs du Grand Forum, je vous pose la question. D'après vous, qui est responsable de la situation des petits commerces? Est-ce l'État ou les GAFAM? Ah, intéressant comme question. Gamal Abina. La situation, c'est une combinaison des deux en vérité. Il y a l'État parce qu'effectivement la gestion du Covid est calamiteuse, elle est mal faite. Et puis il y a effectivement les GAFAM qui sont toutes puissantes. D'ailleurs, il a parlé, Rudy, d'Amazon, mais Jeff Bezos n'est pas le seul dans les starting blocks, puisque aujourd'hui Alibaba, qui est une énorme plateforme de vente, est en train de lui faire concurrence. Chinoise, avec des droits nettement différents. Ce qui ne l'indique pas de par son nom de la société. C'est du bon marketing, Alibaba, tout le monde connaît. Mais c'est vrai que c'est la cave au trésor pour le coup. Et c'est vrai que quoi qu'il arrive, de toute façon, pour qui pour le patron, la révolution Internet est en marche et largement accélérée par malheureusement cette situation. Est-ce que vous êtes des utilisateurs justement de ces fameuses GAFAM? Absolument, totalement. Tous les jours. 22 millions utilisent Amazon. Est-ce que vous en faites partie? Bien sûr. Moi, franchement, Amazon, j'utilise très rarement. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé Amazon. Je crois que la dernière fois, c'était pour acheter un CD. Ça remonte à presque une dizaine d'années. Moi, plein régime, j'arrête pas tous les jours, j'ai kiffé. Ouais. Amazon, notamment. Amazon, tout. Amazon, eBay, enfin j'y vais. Bon, de toute façon, on y est contraint vu la situation actuelle. Donc, non, mais moi, je suis responsable. Départ, oui, ça. Qui est responsable? 0 à 40 33 9000. L'État ou alors les GAFAM de cette situation? Ou les deux, d'ailleurs. Eh bien, vous répondez si vous le souhaitez au 01 40 33 9000. Tiens, Sabrina, d'après vous, est-ce que d'abord vous êtes une utilisatrice des GAFAM?
Amazon ces derniers. Oui. Non, je confesse, oui, j'utilise beaucoup Amazon ces derniers temps surtout. D'accord, oui, bah évidemment, c'est qu'on n'a pas vraiment le choix en ce moment. C'est vrai. Ouais. En même temps, ils ont quand même beaucoup évolué dernièrement, des livraisons rapides, des garanties. Voilà, ces services qui ouais, ont quand même évolué ces derniers temps. Donc, j'avoue que depuis quelques mois, Non, mais c'est vrai qu'il y a une hypocrisie un petit peu de l'État, parce que l'État veut taxer les GAFAM, mais en même temps, ils permettent aux GAFAM de faire de l'optimisation fiscale. Voilà, parce qu'on pourrait aller les chercher, cet argent qui est caché dans les paradis fiscaux en Irlande ou ailleurs. Et là, en l'occurrence, effectivement, les petits commerces sont fermés. Et voilà, ils subissent plus, en fait, les restrictions liées aux mesures prises par le gouvernement que le fait que les GAFAM explosent. Excusez-moi du peu, les GAFAM, ils ont explosé aussi parce qu'on les a laissés exploser. Alors que pourtant, ce qu'ils apportent en termes fiscal n'est pas si important que ça. Le problème, c'est que l'économie française. Oui, mais le problème, la question fiscale est très particulière. Il faut quand même l'aborder avec sérénité. Ce sont des sociétés de droit américain qui font leur chiffre d'affaires sur des plateformes américaines qui sont basées à la Silicon Valley. Et qui versent leurs impôts aux États-Unis. Et qui versent leurs impôts aux États-Unis. On ne peut pas donc taxer des gens qui font du commerce à l'international. Les seules taxes possibles, c'est à travers les transfrontaliers. Malheureusement, souvent, les transfrontaliers ne fonctionnent pas. Et puis, il y a effectivement cette taxe qui avait été mise en place, qui est rediscutée, puisqu'à l'époque, Trump n'était pas d'accord. Le gouvernement avait tantôt reculé. Là, ils essaient de revenir avec une double mesure, notamment un impôt sur le sol français et puis cette taxe, parce que cette taxe est plutôt du niveau européen. Je veux dire, c'est encore assez compliqué. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a eu une passe d'armes entre le ministre de l'économie et le président de Google d'ailleurs, parce que le président de Google a dit, et ça a été entendu, qu'il compte utiliser toutes les forces logistiques américaines pour peser sur le Parlement européen afin que tombe toute taxation de Google, quoi. Mais la question des taxes, juste pour compléter, c'est une question très lobbyistique en vrai. La question des taxes se situe pas seulement en droit américain, parce que vous prenez une société comme Total, j'ai eu la chance de rencontrer à l'époque, avant qu'il ne meure, Christophe de Margerie, il disait très justement que Total va pas payer des impôts à la France quand il extrait du pétrole au Gabon. Il y a une logique géographique qui fait que la richesse créée dans un endroit doit revenir dans cet endroit. Donc la question, c'est le partage de l'imposition. Et en l'occurrence, je pense que la question peut se poser. On peut plaisanter sur le Gabon, mais c'est l'idée qui est surtout le golfe de Guinée, Gabon, Congo, Angola, c'est très très compliqué. Mais après, c'est aussi la question de la domiciliation. Absolument. Je vous rappelle la question du jour, messieurs dames, à propos des petits commerces. Une trentaine de députés LREM, La République En Marche, sont favorables à la réouverture des petits commerçants. Ça se passera à partir du 27 novembre. En tout cas, c'est ce qu'ils souhaitent. Le gouvernement a l'air sceptique pour le coup, pour la réouverture de ces petits commerces. Est-ce que vous y êtes favorable, Rudy Kazi ? Oui, surtout là, dans la période qui nous anime, sachant qu'en plus, ce ne sont pas les mauvais élèves des mesures sanitaires. Au contraire, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour pouvoir les respecter. Et d'ailleurs, je déplore le fait que le gouvernement n'ait pas mis en place les moyens nécessaires pour pouvoir vérifier si, même à l'aveugle, vous savez, ça se fait, si vous allez à la préfecture de police. Calmez-vous, à l'aveugle. On est en 40, là. Ouais. Parce que, passez l'expression, merci. Merci. Mais voilà, si vous prenez la préfecture de police, notamment pour tout ce qui est inspection des restaurateurs, etc. Vous savez qu'il y a une veille sanitaire pour voir s'ils respectent, etc. Et ils le font. Bon, je dirais pas à l'aveugle, mais le font au hasard. Encore, la semaine du handicap. Donc, oui, merci de le noter. Et donc voilà, et les moyens, on dirait, ne sont pas mis pour voir si effectivement ces commerçants respectaient. Et en l'occurrence, s'ils ne respectaient pas, fermer l'établissement. Et c'est la. Donc favorable à la réouverture des petits commerçants le 27 novembre. Surtout sur cette période-là. Mais oui, pendant un mois. Il devrait l'ouvrir pendant un mois. Il faut donner un peu de jus aux gens. C'est le chiffre d'affaires, 30 à 40% du chiffre d'affaires est réalisé pendant les périodes de fêtes. Ouvrez pendant les fêtes, conditionnez l'ouverture des commerces en faisant un système de bancs comme ils font actuellement devant les commerces, et puis c'est bon. Et 96% ils sont favorables sur Twitter, c'est la question qu'on vous pose, 96%. Il y a 4% qui disent non quand même. Bon, d'accord. Au bout d'un moment, il faut qu'il y ait aussi une vraie politique sanitaire à côté, le tester, isoler, tracer, isoler, il faut qu'on le fasse, quoi. C'est clair. Sabrina Houd est avec nous. Bonjour, rebonjour Sabrina. Parlez bien près du micro afin qu'on puisse bénéficier de vos propos. Alors, qui est Sabrina Houd et en quoi cette semaine du handicap vous concerne-t-elle ? Alors, la semaine du handicap me concerne au sens où je suis moi-même handicapée depuis Quel type de handicap, si c'est pas trop indiscret ? Malheureusement, c'est suite à une maladie. Ouais. C'est un handicap qu'on dit invisible. Ouais. Et
Et l'handicap invisible est le plus difficile à vivre parce que on a souvent ce genre de remarques. Oui, mais ça se voit pas. Oui, enfin, c'est des remarques qui reviennent fréquemment. Ouais. Mais ça se traduit comment, Sabrina ? Ma maladie, vous voulez dire ? Oui. Alors, c'est une maladie musculaire dégénérative. D'accord, qui évolue mal. Je pense que je suis née avec, mais on a diagnostiqué ça il y a une dizaine d'années, donc quand j'avais 25 ans, 24-25 ans. Voilà. Et quelles sont les conséquences aujourd'hui ? Les conséquences sont sur ma vie professionnelle d'abord. Ouais. Donc là, on revient sur les difficultés qu'ont tous les indépendants, que je fais partie de ces indépendants qui sont particulièrement touchés par la crise. Et puis après, ça a des répercussions sur ma vie privée aussi. Quel genre de répercussions, Sabrina ? Pardonnez-moi, pour que les gens puissent bien comprendre, en fait. Fatigue, peut-être. Beaucoup de fatigue, oui, des crises régulières aussi. Des crises qui se traduisent par des douleurs, par quoi ? Par des douleurs musculaires, par une sorte de paralysie générale. D'accord. Qui m'oblige quand même à rester au lit pendant 2, 3, 4 jours d'affilée. D'accord, et ça, c'est les crises fréquentes ? Ça dépend des moments. On va dire une bonne crise par mois. Et vous arrivez à les gérer ou pas ? Est-ce que vous avez réussi à comprendre comment ces crises arrivent ou pas du tout ? Avec le temps, oui. C'est quoi la contrariété ? Ça peut venir de n'importe quoi. Voilà. Ouais. La dernière crise, qui date de 3 semaines, 1 mois, est arrivée le matin au réveil. Donc j'étais dans mon lit. Je sentais que ça n'allait pas. Il n'y a pas eu de contrariété particulière le jour d'avant. Ouais. Mais ça peut venir n'importe quand. Un effort physique, une contrariété. On ne sait malheureusement pas comment Voilà. Après, comment les gérer, j'arrive à les gérer avec l'âge, évidemment. J'ai appris à savoir ce que c'est que la maladie, comment appréhender, comment... La douleur ressemble à la sclérose en plaques un peu ou pas ? Alors, on ne sait pas ce qu'on appelle une sorte de maladie orpheline. C'est un mélange de fibromyalgie, de sclérose en plaques et de toutes sortes de maladies musculaires. La fibromyalgie, c'est super douloureux. Hein. Et donc, quand on est jeune, on ne sait pas ce que c'est. Donc quand vous avez passé... dans mon cas, j'ai passé 8 bonnes années avant d'être reconnue, par exemple. Entre les combat. Voilà, c'est un combat. Encore moi, je suis nerveuse, donc du coup, vous ne seriez pas algérienne par hasard ? À ton avis. Bon, je ne répondrai pas à cette question. Elle va fuir la question. Rien que la réponse suffit. Je suis originaire du sud-ouest, Christophe. La réponse suffit, Sabrina, ça va bien. Oui, effectivement, je suis d'origine kabyle comme en plus. Voilà. Donc, bon. Donc j'arrive, comme je disais, oui, je suis nerveuse, donc je tiens par mes nerfs, mais vous avez beaucoup de personnes qui malheureusement ne gèrent pas. Hormis ces crises qui sont gênantes, ennuyeuses, embêtantes, qui vous clouent au lit, vous nous disiez pendant 3-4 jours, est-ce que ça a d'autres impacts dans votre vie quotidienne, Sabrina ? J'ai passé 5 bonnes années. Maintenant, je le dis, je n'ai pas de difficulté à en parler. J'étais addict à la morphine. Donc j'ai passé, quand vous suivez un traitement pendant 4, 5, 6, 7, 8 ans, et j'ai passé donc 6 bonnes années où j'étais... morphinomane quasiment. Voilà, j'étais toxicomane. Voilà. Il m'a fallu gérer, il m'a fallu passer 2 ans en désintox, donc je suis passée par ça. Oui, c'était... là, ça va beaucoup mieux depuis 2 ans à peu près, mais c'est vrai que j'ai passé, comme je dis, cette dernière décennie où c'était très, très, très compliqué. Ça ne vous a pas empêché de vous construire en tant que femme, en tant que peut-être mère, je ne sais pas ? Non, je ne suis pas maman, malheureusement. C'est dû à votre maladie ou pas du tout ? Rien à voir ? Entre autres. Ah oui. Entre autres. Ça a des répercussions sur ma vie de couple, évidemment, sur la vie familiale. Mais après, sur mes activités en dehors des crises, non. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas avoir d'enfant, Sabrina ? Je ne peux pas avoir d'enfant aujourd'hui, malheureusement. Pas à cause de ça, à cause d'une autre maladie encore plus sérieuse. Là, ça aussi, c'est quelque chose. Je préfère ne pas en parler. Non, mais d'accord, mais c'est quelque chose de difficile, ça, à accepter pour une femme. J'ai fait mon deuil. Oui, ça a été difficile à une époque, oui.
évidemment, pour une jeune femme, 30 ans, c'est très compliqué, mais après, on arrive à se construire. Enfin, un enfant, ce n'est pas non plus le but ultime dans la vie d'une femme. Puis on peut adopter. Aussi, voilà, c'est un projet en cours, d'accord. Mais ce n'est pas non plus, ce n'est pas non plus une. D'accord. En tout cas, vous avez réussi à faire votre deuil entre guillemets, c'est bien. Des enfants. Des enfants, oui. Oui, c'est ça. Et dans votre vie professionnelle, vous arrivez aujourd'hui à vous épanouir? Plutôt, oui. Ouais. Écoutez, c'est compliqué par les temps. Oui, ça, j'allais dire que ça concerne tout le monde quasiment. Voilà, mais sinon, oui, je suis sur plusieurs fronts à la fois, de l'associatif, du politique. J'arrive plutôt à bien gérer. Ouais. En quoi cette semaine du handicap concerne tout le monde, Sabrina? Y compris ceux qui ne sont pas handicapés ou qui le sont sans s'en rendre compte, peut-être. Écoutez, nous avons quand même 12-13 millions d'handicapés en France, il me semble. Ouais. Donc sur 12 millions, on ne peut pas dire qu'aucun Français n'a une personne handicapée dans son entourage. Ouais. On en connaît tous. Malades, handicap plus ou moins lourd. Donc évidemment, tous les Français devraient se sentir concernés, évidemment. Alors comment ça se traduit? C'est par des opérations spécifiques? C'est par aussi aller parler aux entreprises? On sait qu'il y a beaucoup de problèmes d'accessibilité dans le monde professionnel pour certains handicaps, bien sûr. Oui, on y est. On est en plein temps. On sensibilise. Oui, on travaille. On sensibilise les entreprises. Après, vous savez, vous avez des entreprises qui préfèrent payer. Il me semble qu'il y a des pénalités pour des entreprises. Oui, voilà. Absolument. Parce qu'en fait, il y a la charte donc, de la diversité que toutes les entreprises doivent respecter. Et à ce titre, elles doivent accepter un certain nombre de personnes en situation de handicap dans leur établissement. Et si elles ne le font pas, effectivement... Il y a des entreprises qui préfèrent payer des pénalités que d'intégrer à des l'État personnes... directement. Après, il ne faut pas leur en vouloir parce que... il y a aussi un problème bureaucratique qui est très important pour qu'une personne dite handicapée, pour lui faire par exemple, si elle nécessite une accessibilité à son poste, ça prend des mois. Et une entreprise, quand elle a besoin de quelqu'un, c'est pas dans des mois, c'est tout de suite. Non, je pense que non, il n'y a pas que ça. Mais il y a ça aussi, quand même. C'est du particularisme. Oui, après, il y a des entreprises qui sont peut-être dans ce cas-là, d'autres qui ont les moyens. Oui, mais c'est une question d'image. Là, on parle bien des entreprises à partir de 1000 salariés qui ont suffisamment de moyens, des grosses structures. Il y a aussi des aides de l'État. On en est arrivé quand même en 2020 en France à payer des entreprises pour recruter des personnes en situation de handicap. C'est quand même assez dramatique. Voilà le drame. On en est arrivé ici en 2020. C'est la GFIP qui met ça en place. La GFIP, l'État, Cap Emploi, Pôle Emploi, mais on n'a pas à payer une entreprise pour recruter une personne handicapée. Je comprends que ça peut GFIP, poser problème. Blindés, hein. Oui, ils sont blindés. Ça, c'est une autre question. Mais quoi qu'il arrive, blindé ou pas blindé, d'où vient l'argent de la GFIP? C'est l'argent qui vient de l'État. Donc l'État n'a pas à payer une entreprise pour recruter une personne handicapée. Il y a des donateurs. Mais ça prouve que s'ils sont blindés, c'est qu'il y a un vrai problème. Bah oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'ils n'utilisent pas les fonds. Ils en arrivent à payer des entreprises pour recruter des personnes handicapées. Alors, pardon Rudy de te couper, il y a Hakim de Vaujour qui nous appelle, qui est sensibilisé certainement par cette semaine du handicap. Bonjour Hakim. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Bonjour Sabrina. Bonjour Hakim. Oh, vous vous connaissez peut-être, non? Non, je crois pas. Non, je ne crois pas. D'accord, parce que j'avais senti une certaine proximité. Bon voilà. Bonjour. Tu sais, moi j'ai de la proximité avec tout le monde. Oui, mais c'est bien, mon Hakim. Alors, cette semaine du handicap, elle te concerne en quoi, mon Hakim? Parce que ma sœur est aveugle, tu vois, par exemple. Ce sont des choses qui arrivent. Oui, écoute, il n'y a rien de grave à ça. Oui, bien sûr. Ouais. Voilà, moi j'ai des problèmes de vue aussi, donc écoute, je vais pas tarder à finir comme elle, donc c'est comme ça. Voilà. C'est bien, tu le prends avec le sourire, bon, c'est plutôt bien. Comment tu veux que je le prenne? On va mourir un jour, donc bon, voilà. C'est sûr, plus tard possible. Non, moi, le seul truc que je voulais dire, c'est que j'en ai un peu marre qu'on soit obligé de tu sais, cette espèce de sensibilisation larmoyante, on dit même plus personne handicapée, on dit personne en situation de handicap. Mais la mobilité réduite. Handicapé, je t'emmerde, il n'y a rien, quoi, tu vois. À mobilité réduite, on dit aussi. Ouais, mobilité réduite, quand t'as 80 piges, ouais, c'est vrai, c'est réduit ta mobilité, voilà, t'as de l'arthrose, t'es vieux, t'as mal partout, voilà, ça y est, t'es réduit, quoi. Hakim, j'ai mal partout, je ne suis pas encore vieille. Oui, elle est toute jeune, Sabrina. Non, mais j'entends bien, Sabrina, j'entends bien, mais enfin bon, franchement, tu sais, écoute, moi, être obligé de parler à des adultes comme à des enfants, et effectivement, le coup de payer des entreprises pour embaucher des handicapés et faire leur bonne action, là, franchement, je trouve ça détestable. Je trouve ça franchement détestable.
est complètement irrespectueux vis-à-vis d'une personne. Mais Hakim, pardon, mais vous parlez comme ça parce que vous êtes concerné, mais il y a plein de gens aussi qui ne le sont pas et qui ont dans leur entourage, presque ou pas, et tant mieux pour eux, des gens ou des personnes handicapées et ils se sentent pas concernés, il faut pas leur en vouloir. Christophe, tout le monde est concerné par le handicap. Tu te casses une jambe, t'es un handicapé temporaire, t'as besoin de 2 béquilles pour marcher. Ouais, bon, d'accord, voilà. bon, non, mais c'est un point de vue, mais en même temps, vous savez, c'est un peu comme le racisme, entre guillemets, on va dans l'insouciance profonde, on peut entendre des choses qui peuvent être choquantes, et pourtant, ces gens-là ne connaissent ni les Arabes, ni les Noirs, ou ils ne voient que sur TF1, donc au bout d'un moment, on peut comprendre qu'ils soient un petit peu énervés. Christophe, surtout si t'habites à la campagne, t'as une belle nature autour de toi. Non, mais sérieusement, mais il faut juste se mettre à la place des gens, vous savez. Tu fais l'avocat du diable, Christophe. Mais non, mais faut pas être nombriliste, c'est tout. Non, c'est pas qu'un nombrilisme, mais le handicap. C'est pas une question d'être nombriliste, si tu veux, Christophe, c'est qu'au bout d'un moment... Moi, je suis concerné, les amis. Excuse-moi, je termine, après t'as toute l'émission pour terminer. Vas-y, mon équipe, vas-y. Au bout d'un moment, quand t'es à peu près intelligent, c'est sûr, c'est peut-être pas donné à tout le monde, mais moi j'y crois pas à ça. J'estime tout le monde intelligent, tu vois. Je prends personne pour un stupide. Et au bout d'un moment, tes gosses, ils vont à l'école. Si on mettait les gamins handicapés à l'école avec tout le monde, tu vois, mais ça poserait aucun problème à personne. Et quand tu sors dans la rue, les gens que tu vois, t'as même pas besoin d'aller loin dans la rue, hein. Juste sur ton palier, ton voisin, il est différent de toi. Et alors ? Bah tu sais, je vais vous raconter une histoire que j'ai jamais racontée en public parce que voilà, j'ai jamais utilisé. Mais là, je trouve que c'est opportun de le faire. Bon, je suis atteint d'un certain handicap qui se voit un petit peu d'ailleurs. Tu connais ma sœur d'ailleurs. Ah bon ? Oui, je connais ma sœur. Ah, d'accord. Bon, bah écoute, ravi. La proximité, c'était avec Christophe. Hakim. C'est pas Sabrina. Il se trouve qu'à un moment. Non, c'est pas vrai, dites pas de conneries, les gars. Il n'y a rien eu du tout, mais il connaît ma frangine. Non, mais on dirait rien. Il n'y a rien eu, ça, je vous rassure. Hakim. Hakim, Sabrina, Gamal et Rudy, amis auditrices auditeurs, il se trouve qu'il y a eu une expérience de menée, puisque j'ai été dans une école dite spécialisée, et il y a eu une expérience de menée dans une école dite normale, j'aime pas ce mot, hein, mais bon, CM1, CM2, et c'était à Cachan, pour vous dire, en banlieue parisienne, et vous savez quoi ? Les autres gamins dans la cour ne jouaient pas avec nous. Et pourquoi ? Eh ben parce que les parents leur avaient dit attention, ça peut s'attraper. Oui. Voilà. Et ben quand vous prenez ça dans la gueule à 10 ans, croyez-moi que ça fait mal. Mais ça a du sens. Mais non, mais c'est pas les gamins les responsables, c'est les parents, encore une fois. Attends, Christophe, je te dis un truc. Moi, un jour, je me rappelle, hein, parce que ma sœur est plus jeune que moi, et je viens, à l'époque, je voyais encore assez bien, je viens la retrouver à la porte du lycée où tu étais dans Paris. Je viens, je l'attends, on prend le métro ensemble, et il y a une nana qui était avec son gamin au bout du bras, elle lui dit attention, l'aveugle, elle va te mordre. Je me suis retourné vers la nana, je lui ai dit c'est pas l'aveugle qui va vous mordre, madame, mais moi je vais vous gifler pas. C'est incroyable ça. Ouais. Non, mais ça c'est violent, c'est la société qui veut ça aussi. Moi je pense que tu vois, c'est une question d'éducation. C'est comme par rapport au racisme par exemple. On sait que le racisme en fait, ça vient, effectivement comme tu disais, le racisme ça vient dans l'éducation par rapport à un mensonge supposé d'une hiérarchisation entre différents peuples. En fait, sur le rapport que l'on a aux personnes handicapées ou en situation de handicap ou à mobilité réduite comme vous voulez, et ben en fait ils procèdent de la même manière. En France, on a un regard vis-à-vis donc de ce type de population qui n'est pas sincère. Je rappelle quand même que les trisomiques sont soignés en Belgique. Et on sous-traite en Belgique. Les autistes. Pardon, oui, c'est vrai, c'est les autistes plutôt. Les autistes sont soignés en Belgique dans des conditions mais scandaleuses en fait. Et c'est la Sécu qui paye, tu vois ce que je veux dire, c'est la Sécu qui paye ça. Exactement. Et c'est un peu ça notre problème. Même là, quand on regardait en 2017 lors de la campagne présidentielle, la question du handicap ne faisait pas partie du programme prévu par le président de Georgie qui était candidat à l'époque. C'est quoi le prénom de ta sœur ? C'est Linda. Linda, d'accord. Bon, merci beaucoup mon Hakim. Allez, salut. À bientôt, merci beaucoup. J'aimerais poursuivre sur un truc. Tu penses rien du tout, il y a la pub. Donc là, je te coupe direct, tu vois. C'est comme ça. C'est de la censure quoi ? Toujours de la pub. Et qu'est-ce qui a payé les salaires de Christophe Roux, un salaire mirobolant, paraît-il ? Mirobolant. Et qui va payer le nôtre ? Ça va. Tu peux dire que ça restera inquiet. Voilà. Bon courage, mon vieux. À tout de suite. France Maghreb 2. France Maghreb 2. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb. France Maghreb 2.
Le grand forum sur France Maghreb 2 avec Gamal Amina, avec Rudy Kazi et Sabrina Houd qui est avec nous aujourd'hui. On parle de cette semaine du handicap. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup de racisme, mais le racisme et le handicap, c'est lié aussi, Gamal. Mais absolument, parce que moi j'aimerais bien revenir. Alors malheureusement, tout le monde, effectivement, je rejoins là-dessus parfaitement Sabrina. Je ne crois pas qu'autour de cette table, on est à 100% à connaître des handicapés ou à l'avoir subi. J'ai eu une sœur qui est morte après une maladie handicapante très lourde et très très visible. Alors pour être très clair par rapport à ça, effectivement, elle était vue comme une bête curieuse quand on était petit. Tout le monde l'a traitée de folle. Voilà un petit peu la perception que l'ignorance conduit à faire. Et je renvoie dans le passé la folie de l'homme moderne aujourd'hui, occidental, puisque c'est là que c'est né, c'est l'eugénisme. L'obsession de la perfection, de la sélection des gènes, de l'homme parfait, de l'homme intégral, de l'homme... que Nietzsche a été... ils ont cru lire bien Nietzsche en parlant du surhomme, mais ce n'est pas le cas, effectivement, c'est pas ce qu'il disait. Ça a quand même mené au nazisme. Mais c'est à ça que je fais référence. Et donc, l'eugénisme a conduit effectivement à des politiques qui ont été appliquées en Allemagne nazie dans les années 30, où ils ont fait ce qu'on a appelé l'action T4. Alors, qu'est-ce que c'est que l'action T4 ? C'était une action qui consistait à trouver des personnes handicapées et à autoriser qu'on les tue, qu'on les euthanasie. Donc, une euthanasie n'a rien à voir avec le nazisme, évidemment, mais la méthode était celle-là. Ils ont quand même tué 400 000 personnes ou stérilisé autant de personnes. Pourquoi ? Parce qu'ils considéraient que ces gens étaient impropres à la production de richesses. C'est le capitalisme, poussé à l'extrême. Et on a considéré que ces gens étaient inférieurs dans la société. Et bizarrement, cette infériorisation des gens, on l'a trouvé aussi chez les Juifs et les Tziganes. Et les Slaves en général, puisqu'on parle que des Juifs et des Tziganes, mais c'est essentiellement des Slaves dont il était question, qu'on considérait comme des Untermensch, donc des sous-hommes, et qu'on considérait comme étant indignes pour vivre. Donc les Allemands avaient choisi, quand ils ont conquis à l'Est, de sacrifier en les affamant 50% de la population des pays de l'Est et le reste réduit à l'esclavage. Donc la question du racisme et du handicap est toujours intimement liée parce qu'on considère que ce soit un handicap physique ou mental, puisqu'il y a 1 million de personnes qui sont suivies actuellement en France pour des problèmes psychiatriques ou psychologiques, et de l'autre côté des handicaps de motricité ou des handicaps invisibles qu'on peut voir tous les jours et dont on ne se rend pas compte, eh bien ces questions-là, elles attraient à un principe simple, c'est de dire ces gens sont inférieurs. Ils sont improductifs de richesse et inférieurs. Donc la question, c'est pour ça que quand tu dis, Christophe, tout à l'heure, faisant évidemment l'avocat du diable, tout le monde ne devrait pas être concerné ou ne peut pas forcément être incriminé parce qu'il ne se sent pas concerné. Il suffit de chuter une fois dans la rue pour devenir handicapé. Donc c'est pas grand-chose. Ce qui nous sépare, la santé est un fil très ténu, très fin qui brise facilement. Donc il ne faut jamais perdre de vue que le fait de ne pas regarder sa population fragile, handicapée, est une action éminemment discriminante et raciste. Mais est-ce qu'on peut parler de la MDPH, Sabrina ? La MDPH. La fameuse MDPH. La fameuse MDPH. Je pense qu'il y a tout à refaire. Ce qui est la maison des handicapés. C'est l'ancienne Cotorep. Il me semble, qui s'appelle aujourd'hui. Ça a l'air plus joli comme ça. MDPH. Ouais. Oui, donner du en façade, plus design, un peu plus, on va dire ça comme ça. Mais à ce qu'ils font le job, je ne pense pas qu'ils évoluent depuis. Déjà pour les joints, accrochez-vous. Depuis. Alors, je donne une anecdote que comme je vous disais tout à l'heure, ça fait 4 ans. Moi j'ai affaire à la MDPH depuis une dizaine d'années, je me débrouille à côté, je préfère faire un tribunal qu'à la MDPH, donc du coup je fais souvent appel au tribunal administratif que de faire un recours devant la MDPH. Ça fait 4 ans que j'essaie d'avoir quelqu'un de la MDPH au téléphone, donc il y a des personnes à qui j'en parle me répondent cette réplique facile. Mais pourquoi tu ne te déplaces pas ? Mais si, moi je me déplace, parce que moi je peux le faire, mais vous avez des personnes qui ne peuvent pas le faire. Donc en 4 ans, ça fait 4 ans, à hauteur de 3, 4, 5, 6 coups de fil par jour, 0 réponse de la part de la MDPH. Donc des personnes qui ne peuvent pas se déplacer, donc vous allez m'expliquer comment elles peuvent faire. Donc vous avez des personnes handicapées qui ne font plus appel à l'administration, à la MDPH et à autres, parce qu'elles n'ont plus la force. Elles n'ont plus la force. Déjà... Quand on vous répond, c'est pas toujours aimablement. Mais aussi, on va passer l'amabilité. La MDPH. Maison départementale des personnes handicapées. C'est ça. Ouais. Donc il y a des personnes qui décrochent, qui n'ont plus, qui ne demandent pas des prestations à laquelle elles devraient pouvoir prétendre, parce qu'il y a cette lourdeur et la moindre démarche dure 6 mois, vous savez, des délais, et en plus ils ont le chic là de, vous savez, de vous répondre une semaine avant l'expiration du délai, donc ils vous font galérer pendant 6 mois. Il faut rappeler l'intérêt de la MDPH, c'est la reconnaissance du niveau de handicap, on arrive à 80%, c'était l'ancienne Cotorep, on peut être indemnisé si on n'est pas à 80%. Mais souvent on est reconnu
à 79,5% C'est ça, voilà. à la limite, vous voyez. Ouais. Bon. Mais pas que, hein, la MDPH sert aussi pour pouvoir bénéficier des prestations, il faut passer par la MDPH pour remplir des dossiers. Bonne la question des prestations. Pour certaines personnes qui sont handicapées et qui ont besoin de soutien financier pour pouvoir pallier justement à leur handicap. Mais moi j'aimerais juste aussi dire un truc sur la question, puisque tout à l'heure j'ai été coupé par la pub. Bon, tu l'as presque oublié d'ailleurs, tu vois un peu comment tu es. Voilà. La question quand même du handicap dans notre société, moi j'ai du mal des fois à comprendre quel est notre logiciel psychologique et intellectuel. La question du handicap, elle doit nous servir à nous regarder les uns les autres. Parce que le handicap n'est ni plus ni moins présent que pour faire appel à notre humanité la plus profonde. Et finalement, la manière dont on traite le handicap de notre pays est aussi, si vous voulez, est évocateur de qui nous sommes en réalité. Est-ce que nous sommes réellement humanistes lorsqu'on est capable de maltraiter nos handicapés ou de ne pas les traiter à la mesure qui est nécessaire pour leur bien-être et surtout pour qu'ils soient vus comme tout le monde et surtout qu'ils vivent comme tout le monde. C'est ça la question. Le handicapé doit vivre comme tout le monde. Il doit avoir sa place dans la société comme tout le monde. Il doit pouvoir se marier comme tout le monde, faire des enfants comme tout le monde. Je sais pas. Et on le voit même au niveau des grandes entreprises. Combien de grandes entreprises ont des personnes handicapées parmi les cadres et même parmi les dirigeants? Très peu. Pourquoi? Alors, est-ce qu'on va nous dire quelqu'un d'estropié et quelqu'un qui n'est pas en capacité de pouvoir diriger une entreprise? La vraie question, elle est là. Comment est-ce que l'on se regarde dans le miroir du handicap? Tu viens de poser une problématique. Tu sais que pour celles et ceux qui aspirent à un projet immobilier, par exemple, c'est très compliqué pour un handicapé parce que les assurances ne veulent pas vous couvrir. C'est ça. C'est discrimination. C'est de la discrimination de A à Z finalement. Et j'en ai fait les frais. Bah oui, non mais. Bien sûr. Mais donc ça se lie aussi à ce que Gamal disait par rapport au racisme, parce que des récentes études ont montré que des personnes d'origine africaine ou maghrébine, etc., ont plus de difficultés à accéder aux prêts bancaires, même pour créer une entreprise. Je le subis tous les jours. Là, je pense que la question du handicap, de la discrimination à l'égard des personnes en situation de handicap, comme le disait Farid tout à l'heure, non, ça touche tout le monde. Hein. Il n'y a pas de maghrébin. Il ne fait pas référence à ça. La personne qui nous a appelé tout à l'heure. Hakim. Non, justement, je sépare. Je dis en fait que des études ont montré que des personnes d'origine africaine ou maghrébine, pas forcément handicapées, subissent en fait des difficultés à accéder aux prêts. C'est comme un handicap en France. Oui, c'est le fait d'être. Non, mais c'est un handicap social. Le fait d'être étranger en handicap, je donne un exemple très concret. Bon, moi, le crédit, c'est du rêve. J'y crois pas une seconde, mais il y a une réalité. Si vous avez un 99 sur les cartes, et je connais quelqu'un qui a cru à ce mythe, le problème du 99, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas français, il est juste résident. Il demande un crédit, il ne l'aura jamais. Pourquoi? Parce que les banques ne font pas confiance à un type qui peut repartir avec la cagnotte dans son pays d'origine. Donc c'est un des problèmes qui se posent en termes juridiques. Et surtout, c'est vrai qu'en règle générale, malheureusement, les décideurs dans les banques, ils vous mettent une croix immédiatement sur vous à partir du moment où vous êtes d'origine africaine ou nord-africaine, parce qu'ils considèrent que vous ne serez pas bon gestionnaire. Oui, c'est un handicap de fait. Handicap, en 2010, en septembre 2017, cette étude est sortie. Quand on peut le cacher, sincèrement, moi je dis pas à tout le monde. Maintenant, je le cache pas, sincèrement. Je n'ai rien à perdre, mais c'est vrai que je parle facilement de ma maladie, je parle facilement de mon handicap. La question n'est pas là, mais je le cache. Les personnes qui ont un handicap, elles ont une certaine vision du monde. C'est très intéressant. On regarde différemment. Oui, c'est vrai. Et on a en off, parlé de la situation qui me concerne moi. Finalement, c'est souvent des personnes qui ont une grande sensibilité humaine. C'est vrai. On peut terminer sur une petite note d'humour. Il y en a aussi, c'est les escrocs. Hein. Parmi les aveugles, ils profitent de leur handicap quand ils se font guider par une fille. Moi, j'en connais. C'est pas vrai. Faites attention. On balance pas les blagues. Et puis, Christophe, il y a des handicaps qui viennent aussi d'erreurs médicales. Moi, j'ai un oncle avec qui j'ai vécu à la maison qui s'était fait briser la mâchoire par des forceps quand il est né. Il a vécu toute sa vie handicapé, il devait forcer sa mâchoire pour pouvoir mâcher, etc. Et il prenait aussi des médicaments pour pouvoir dormir la nuit parce que ça causait des problèmes dans sa respiration. Il avait des ronflements forts. Et je suis dans le regret de vous annoncer qu'effectivement, il est décédé depuis un certain nombre d'années parce que les somnifères qu'il prenait, un jour, il en a pris une trop grande dose. Et il faisait souvent des crises comme ça. Je peux même vous dire que parfois, je l'accompagnais aux toilettes pour pouvoir l'aider à faire pipi. Et je rentre pas dans les détails, mais un petit peu là. Oui, mais c'est ça le handicap, c'est ces réalités-là, c'est des vies qui sont bousculées, transformées, et puis voilà. On a un auditeur, bonjour. Oui, bonjour. Ton prénom? Salim de l'Essonne. Salut Salim, qu'est-ce qui se passe mon Salim? Bonjour Salim. Alors moi je vous appelle parce que il y a une chose que je comprends pas, c'est le fait
que qu'il y a 6% de personnes handicapées qui sont embauchées dans les entreprises. Ouais. Donc, moi, je comprends pas le fait, les 6%, déjà, je ne comprends pas. Je trouve que c'est pas suffisant. Et je trouve que... Déjà, avec 6%, déjà 6%, c'est dur. Hein. Ouais. C'est l'origine de notre combat aussi, hein, Salim. Comment ? On n'en aura jamais assez. C'est l'origine de son combat. De notre combat, enfin moi et à des personnes engagées pour je sais pas, mais quand vous allez dans certains pays comme le Canada ou je sais pas quel pays, mais là-bas c'est beaucoup plus, ils sont beaucoup plus pris en charge que. On n'y est pas encore. Après on nous parle de démocratie, on nous parle de liberté, mais ça me fait doucement rigoler quand même. Voilà. On est d'accord. Merci mon Salim, merci beaucoup. En tout cas, Sabrina, on peut suivre cette semaine où exactement ? Comment ça se traduit pour le grand public ? Pour le grand public, malheureusement, les années précédentes, il y avait la semaine du handicap où il y avait beaucoup de forums, il y avait beaucoup de salons, on pouvait se déplacer. Bon, malheureusement, cette année, tout se fait à distance, donc vous avez qu'à aller sur le site soit de la GFIP, de Cap Emploi, Pôle Emploi ou de la région Île-de-France, où vous avez accès à des salons virtuels ou des tables rondes. Il y a une ministre du handicap, je crois. Je ne sais même pas comment elle s'appelle. Je crois que c'est tout un gouvernement, il me semble. C'est pas Cluzel, non ? Ou je suis carrément à la ramasse ? Non, je vais peut-être passer un cap. Ils l'ont remplacé il n'y a pas longtemps. Ah oui. Je lui ai écrit un courrier il n'y a pas très longtemps, mais visiblement, ils ne sont pas prêts de... Bon. Ça dit beaucoup de choses. Hein. C'est le traitement sur le handicap. Vous savez, on a un Premier ministre qui était monsieur déconfinement. On sait vers quoi on s'achemine jusqu'à la fin du mandat. Et là, si on n'est pas capable de se rappeler quel est le ministre du handicap, le lien, c'est qu'en fait, lorsque l'on nomme un ministre et qu'il y a un ministère qui est reconnu, ça veut dire qu'on traite la question. Mais là, voilà. il me semble que c'est pas propre au gouvernement de Macron ou Castex ou que sais-je. J'ai pas dit que c'était propre à ce gouvernement. J'ai dit que lorsque l'on nomme un ministre, et en l'occurrence, il y a eu un ministre du handicap, ce qui n'était pas vraiment le cas sous le mandat d'Emmanuel Macron, ça veut pas forcément dire qu'on veut vraiment traiter cette question de prime abord par rapport à tout l'agenda politique existant. C'est même pas un ministre, c'est une secrétaire d'État. Oui, on peut jouer secrétaire d'État, exact. Voilà, tout est dit. C'est voilà à quel point on traite cette problématique, la question. Sabrina, reste avec nous, si tu veux bien. Oui, bien sûr. Dans un instant, Gamal Abina, même maintenant, d'ailleurs, on va parler d'une... je serais tenté de dire quand même de faire le lien avec le sujet d'avant, mais parce que... non mais... Est-ce que la bêtise peut être une forme d'handicap aussi Ça fera un paquet d'handicapés quand même. Ah oui, c'est sûr. Bon. Alors toi, tu souhaites nous parler d'une jeune fille qui a 16 ans et qui a fait beaucoup parler d'elle et qui fait encore parler d'elle d'ailleurs. Trop, et là je vais juste te lire parce que j'ai pas eu le temps de faire un texte complet vu que j'étais pas vraiment prévu aujourd'hui. C'est vrai. Un petit texte que j'ai posté sur Facebook juste pour faire constater le niveau délirant auquel on est arrivé. Je dis que le niveau de stupidité d'un pays qui parle d'une gamine de 16 ans, gamine boutonneuse qui tente à faire toujours parler d'elle par l'insulte et la fausse polémique. Maintenant, la politique française se fait sur la base de propos d'un cerveau sous-développé de 16 ans. Je le fais exprès. On est très loin de Voltaire et de Sartre. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire que je trouve extraordinaire qu'une jeune ado qui se cherche sur sa personnalité, parce qu'elle est ado, ce qui est normal, qui insulte de façon violente, même si elle-même elle était insultée, c'est pas acceptable non plus, qu'on parle d'une ado de 16 ans et qu'on fasse toute une polémique sur quelqu'un qui n'est même pas structuré mentalement, qui n'est même pas formé, qui n'a pas d'idéologie particulière, qui manifestement a des parents assez absents de sa vie, et qui continue, parce qu'elle trouve que c'est peut-être fun pour elle, d'emmerder le monde, en insultant de façon vulgaire, et je parle bien de vulgarité, on n'est pas dans la caricature là, d'emmerder le monde avec des propos délirants. Alors moi, c'est pas elle qui je reproche ça. Elle, c'est une bécasse qui joue son rôle de bécasse. Que cela tienne. Je le reproche aux médias qui osent faire leur chou gras sur un vulgaire fait divers inintéressant. Donc il faudrait peut-être se poser la question de savoir si aujourd'hui la France est dirigée par le cerveau d'une enfant de 16 ans. Est-ce qu'on doit débattre sur ce qui est dit dans un cerveau post-adolescent pratiquement, mais pas encore. On est en pleine crise de l'adolescence et on nous dit ce que pense une adolescente. Je comprends pas et j'aimerais poser la question aux gens si ça les intéresse de savoir ce qu'il ne faudrait pas une bonne fois pour toutes qu'on la censure. Ah, voilà qui peut être intéressant. Est-ce qu'on doit la censurer, cette fameuse Mila, Rudy Kazi ? Non, pas la censurer. En fait, il faut tout juste pas trop s'intéresser à ce qui est dit là dans ces. Mais ça en dit long quand même. Il a raison, Gamal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on passe des débats, des émissions à parler de cette gamine de 16 ans qui est en éducation cruelle. Mais c'est aux médias de pas en parler. Le problème, c'est qu'il y a une actualité
qui permet aux médias de faire du sensationnalisme autour de la question donc de l'islam, de la radicalisation, etc. En fait, on surfe toujours sur la même vague, en fait. Ouais. Et voilà, moi, franchement, j'ai pas envie d'en rajouter plus. Franchement, c'est un faux débat, c'est un non-débat. Donc on doit l'ignorer alors. Mais moi, je pose aussi la question aussi de l'éducation derrière. C'est vrai qu'elle bénéficie d'une regarde, moi, policière. C'est de l'argent du contribuable. Oui, tu sais. Après, elle en a peut-être besoin aussi parce que vu les temps, on ne sait pas si elle peut se retrouver décapitée. Il faut le dire aussi, c'est une réalité. Mais le rôle des parents, justement, c'est ce que j'allais dire. Moi, j'ai des gamins. Tu sais, j'en ai 6. J'ai 6 gamins, j'ai 4 filles. Ok. Mais tu crois que moi, je vais trouver appréciable, ou plutôt je vais parler uniquement de la liberté d'expression lorsque mon enfant s'exprime dans des termes aussi injurieux, dans des termes en fait qui ne sont pas du tout l'apanage d'une bonne éducation. Ouais. Voilà. Maintenant, si elle s'exprimait dans des termes, s'il y avait une construction intellectuelle dans son propos, si c'était ouvrir le débat, si elle disait par exemple moi votre Allah j'y crois pas et puis restez dans votre coin, je reste dans mon coin, on n'en est même pas là. On n'en est pas là. On est vraiment dans de la vulgarité qui laisse à supposer, je sais pas, voilà, on se demande où sont les parents, comme tu disais tout à l'heure, voilà, et c'est une question, moi je pense, d'éducation avant de parler d'une question de liberté d'expression. Si l'éducation est bonne, que les termes sont bons, qu'il y a une construction intellectuelle derrière, ensuite on peut parler de liberté d'expression. Je vais plus loin que ça. Quand je parle de censure, je suis catégorique avec le mot censure. Je ne comprends pas qu'on s'intéresse à ce qu'une gamine de 16 piges nous raconte. On s'en fout de ce qu'elle raconte. Ouais. C'est mais inintéressant. C'est pas la question de la censure à ce moment-là, c'est la responsabilité des médias. La responsabilité des médias, c'est la censurer. On ne doit pas écouter une enfant de 16 ans. C'est n'importe quoi. Ne pas s'y intéresser à la ni s'y intéresser, ni écouter, ni répercuter, ni rien du tout. Il faut juste mettre une fessée, on n'en parle plus. Elle va voir les parents, lui mettre une fessée, calme-toi, sois poli. Il faut veiller à sa sécurité, effectivement. Mais c'est interdit la fessée, monsieur Abila, vous savez ça ? Oui, c'est vrai, parce qu'il faut que Dolto soit satisfaite de l'enfant roi. Par contre, il faut quand même veiller à sa sécurité, parce que si la petite se fait agresser dans la rue par un mec, un détraqué qui pense servir son Dieu en essayant de l'attaquer, là, c'est problématique. Rudy, qui sont les responsables de son insécurité ? D'abord, ses parents qui ne lui disent pas de la fermer une fois pour toutes. Après, les parents, je les connais pas. Non, mais j'entends. Mais peut-être que, tu vois, les parents. Oui, peut-être que les parents parlent, mais tu sais, à 16 ans aujourd'hui, il y a des enfants qui prennent des décisions et les parents sont perdus. Mais les responsables sont les médias. Ils n'ont pas donné la parole à cet imbécile qui prend des risques sur sa vie. Sabrina. Ah oui, non, mais écoutez, moi, sincèrement, je n'ai même pas regardé cette histoire ni la première affaire d'ailleurs. Moi non plus, je n'ai pas regardé, c'est en regardant Christophe ce matin. Un peu forcé parce que bon, c'est quand même H24 sur les médias. En même temps, j'ai regardé un petit peu avant de venir le profil des personnes qui répondaient justement à cette mise-là. On les laisse se disputer, se chamailler entre ados. Il n'y a pas un adulte qui a répondu ou qui a menacé cette personne. Moi, ça me choque même plus, c'est que des ministres prennent la parole et des députés. Ouais. Moi, c'est ça qui c'est ça qui commence à me gonfler, moi, sincèrement. Ouais. Après, des insultes et des menaces, mais ils s'insultent entre eux, ils sont ados. Entre nous, bien sûr. C'est de l'immaturité. Voilà, et en l'occurrence, les réseaux sociaux ont exacerbé ce mauvais côté de l'éducation, ou alors les parents pensaient donner une bonne éducation et puis dans leur dos les enfants vont faire n'importe quoi. Ça pose le cadre de notre génération et du rapport qu'on a avec les réseaux sociaux. À nos auditeurs dans un instant, doit-on l'ignorer ou les médias doivent-ils l'ignorer justement ? La censurer. Gabal Abina vous pose la question, vous y répondez au 01 40 33 9000. On n'aime pas trop la censure quand même ici, nous. Non, mais par contre, tu censures une personne qui a une parole médiatique, ce qui n'est pas son cas. Absolument. Oui. Mais est-ce qu'à partir du moment où elle fait parler d'elle sur les réseaux sociaux, elle ne devient pas une personne médiatique ? Justement, c'est là où elle est reçue chez Hanouna. Elle est reçue chez Hanouna. Non, elle n'a pas été chez Hanouna, elle était dans l'émission Quotidien. Non, je t'assure. Elle était chez Barthez. Il était dégoûté d'ailleurs, Hanouna. Et après, il a fait genre, oui, de toute façon, je l'aurais pas reçu. Oui, bon, c'est ça, il attendait que ça, évidemment. Ça, c'est quand on s'est fait avoir qu'on dit ça. Mais il aurait évidemment kiffé. Hanouna au passage. Bien sûr, je salue mon Cyril. A tout de suite, les amis, sur France Maghreb 2, pour répondre à cette question. Faut-il la censurer, la Mina ? 16 ans, on rappelle quand même. 16 ans et beaucoup de conneries. Gabal Abina vous pose la question, monsieur Lanné est avec nous, avec Rudy Kazi et Sabrina Houd aussi sur France Maghreb 2. On a parlé avec elle de la semaine du handicap. Vous pourrez réécouter d'ailleurs l'émission ce soir à minuit en rediffusion, bien entendu, et on espère les podcasts rapides sur YouTube. On les demande. Samir du 95 est avec nous. Faut-il censurer Mila, cette gamine de 16 ans qui ne cesse d'insulter, de provoquer ? Vous savez qu'elle a des petits portraits à vendre aussi. Bien sûr. Pas si bête que ça, la Mila, quand même, pour faire parler d'elle. Samir,
Samir. Il s'est barré, Samir. 01 40 33 9000 pour nous répondre à cette question. Faut-il donc ou non censurer Mila? Et est-ce que vous trouvez un petit peu consternant quand même que les médias en parlent? D'ailleurs, ce matin, j'étais invité chez Morandini. J'avais pas du tout prévu d'en parler. Et il se trouve que voilà, cette Mila arrive sur le tapis. Et voilà. Allô, bonjour, qui est avec nous? Oui, c'est moi. Salut Samir, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu t'es barré comme ça? Non, ça a coupé, j'en sais rien. C'est moi, ça, vous avez pas de réseau, quoi. Ouais, bien sûr. Bon, on t'écoute pour Samir. Oui, donc la Mina comme Michel Gomi, c'est des gens qui sont, on va dire, mis en place. Je suis pas du genre du complotiste, hein, mais c'est une technique bien française, hein, pour pouvoir dénigrer et de passer de l'information et pour occuper les Français à différentes informations, parce qu'il n'y a pas besoin de sortir de la grande école pour confirmer que ces propos, qu'elles soient légitimes ou non. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, il faut se poser la question, hein, si tel propos est légitime ou pas. Donc là, c'est tout simplement couvert par le gouvernement à toutes les grandes écoutes, c'est-à-dire que ce soit dans le net, à la télé, enfin, c'est du n'importe quoi. Mais c'est voulu, c'est pas l'ado en elle-même, elle y connaît rien, elle donne des propos, voilà quoi, c'est une ado avant tout. Ouais, bah, elle est super grossière le pour fait une ado. qu'il y ait autant de monde qui s'intéresse à ces propos, c'est la même maison que Chalgoumi, hein, c'est le même. Comparer Mila à Chalgoumi, bon, d'accord, fallait oser quand même. C'est le même employeur. Il faut s'y attendre. Excusez-moi, mais il va falloir s'y habituer parce qu'il va y en avoir d'autres, hein. Des soi-disant écrivains. Voilà, tous ceux qui n'aiment pas les musulmans vont recevoir des subventions pour pouvoir écrire des livres. Hein, donc il faut s'y attendre. Donc toi, t'es dans la victimisation à toute épreuve là pour le coup, Samir, aujourd'hui. Pas victime. Non, pas victime. On n'est pas victime. Bon. Je joue pas la victime. Non, mais voilà, bon, je constate. Merci mon Samir. Salut mon Samir, je t'embrasse. À bientôt. Bon, Mila, malgré tout, pour quelqu'un qui demande de la censurer, il se trouve qu'on en parle dans cette émission quand même, gamin, à cause de toi en fait. Ça fait 10 minutes qu'on en parle. Alors. T'imagines Il a carrément fait un billet sur elle. On est obligé de parler des propos d'une adolescente, mon gamin. C'est ça qui est triste. Le niveau du LGF. Mais t'as été obligé d'en parler ce matin. Moi, on m'a déjà interrogé chez RT sur ça. Je trouve ça ridicule. J'ai rappelé quand même à quel point. Franchement, c'est même pas un débat tellement c'est débile. Une attardée qui va dire des insultes, bon, c'est bien. Mais il y a aussi la question d'une sorte d'instrumentalisation, tu vois, d'événements qui l'ont amené à être connu sur la place médiatique, et je trouve que c'est pas correct en fait. Au lieu en fait d'aider cet enfant à retrouver une anonymat, cette jeune fille à retrouver l'anonymat, on est plutôt en train d'instrumentaliser ses propos pour en faire l'archétype du combat pour la liberté d'expression, alors que parler de façon insultante, etc., c'est pas la liberté d'expression. Par contre, avoir un propos en l'occurrence que les musulmans ne peuvent ne pas apprécier, mais qui reste un propos constructif sur le plan intellectuel, là on est dans le cas de la liberté d'expression, mais il ne faut pas instrumentaliser sa situation. J'ai envie de faire une comparaison. J'ose une comparaison, aussi, cher Gamal. Vas-y. Est-ce que si cette Mila s'était attaquée à une autre religion, à un autre dieu, est-ce que ça serait passé comme ça? Ils n'en auraient pas parlé simplement. Parce que les juifs ont souvent attaqué, on a tendance à oublier qu'ils sont très souvent attaqués, contrairement à l'idée reçue, qui sont très souvent critiqués, insultés, ça arrive très très régulièrement. Et l'antisémitisme tue. Et l'antisémitisme tue, effectivement. Sauf que dans ces conditions-là, ils ont compris qu'il ne fallait pas en parler, qu'il fallait faire profil bas. Tue aussi. Hein. Non, pas encore. Christchurch, c'est quoi? Non, pas en France. Non, d'accord, mais pas en France, peut-être. En France, non, mais il faut être très clair. En France, il n'y a pas de mort d'islamophobie. Par contre, il a failli, il y a quelques semaines, à Lyon, on a eu ce monsieur-là qui portait un blouson. Et puis les deux jeunes filles ou à Paris. Mais encore une fois, quand je dis ça n'a pas tué, dans les faits, ça n'a pas tué. Une qui a failli mourir, mais elle n'est pas morte. Mais pour dire un truc, c'est que moi, ce que ça se rapproche, mais pour le moment, ça tue pas encore. Oui, heureusement. Mais non, on dit pas que c'est bien. On dit comme si. Parce qu'il y a, comme disait hier, on a parlé de résilience. Effectivement, la capacité de résilience est très impressionnante en France, et tant mieux. Mais j'ai envie de rappeler une chose. La responsabilité, elle n'est pas de la part d'une attardée de 16 ans ou de la part. Arrête de dire attardée, parce que moi, je te dis à 16 ans, c'est pas comme si. Alors, on va comparer. Oui, à notre époque, c'est une maladie. Quand on avait 16 ans, on n'était peut-être pas aussi développé que ce je parle aujourd'hui. Je parle d'attardé dans le sens intellectuel du terme, pas dans le sens
du handicap. Bien sûr, mais c'est important que tu le précises. Oui, je précise, parce que moi j'ai une sœur qui a été handicapée de cette façon, donc je ne vais pas en faire mes choux non plus. Donc pour dire quoi ? Pour dire que cette attardée intellectuelle, qui s'exprime de façon la plus bête qui soit, elle a reçu un écho. Tout comme Charlie Hebdo à l'époque, quand ils ont sorti leur caricature, leur dessin d'insulte, ont reçu un écho. Si les médias n'avaient pas relayé ça, il n'y aurait jamais eu de meurtre en 2015. C'est-à-dire que la responsabilité médiatique et politique, c'est un peu interconnecté, elle est grande parce que quand on met en lumière des épiphénomènes et qu'on fait monter la sauce pour créer de la tension et de la non-cohésion sociale, on se retrouve avec des choses violentes. Il faut arrêter ça, il faut une bonne fois pour toutes que les médias prennent leurs responsabilités et arrêtent de faire du fric sur la mort des gens, parce qu'après ça tue des gens. Mohamed de Villiers-le-Bel, bonjour Mohamed. Oui, bonjour. Comment ça va Mohamed ? Bonsoir. Je voudrais réagir sur la jeune fille qui a insulté les musulmans. Oui. Moi je pense qu'il existe un risque pour sa sécurité en disant ce qu'elle dit et qu'il vaut mieux la censurer pour son bien. Par contre, elle a insulté l'islam. Les musulmans, donc. Non, mais les musulmans. Quand tu insultes l'islam, tu insultes les musulmans. Non, mais factuellement, elle a insulté l'islam. Elle a insulté les musulmans. Quand tu insultes à la foi de quelqu'un, tu insultes la personne. Oui, après, ça, c'est la lecture qu'on en fait. Non, mais c'est elle pas a une pas. lecture. Quand elle dit votre Dieu, c'est qui ? Votre Allah, c'est qui ? Ça s'adresse à qui ? C'est bien la Ah non, oui, donc sur cette phrase, je suis d'accord. Mais voilà, quand tu dis elle n'insulte pas les musulmans, si, elle les insulte. À ce moment-là, c'est bien de le préciser comme tu viens de le faire. Parce qu'il n'y a pas eu que l'insulte sur les musulmans, il y a aussi l'insulte sur la religion aussi. Et je n'oserais même pas les répéter les derniers propos de cette jeune fille. Bon écoutez, merci mon cher Mohamed pour cette proposition finalement. Voilà. Mes oreilles aussi. Merci. Oui en plus. Puis voilà, j'ai des enfants. J'ai une certaine responsabilité quand même. Je veux dire, on est un public familial. Ah oui. Je veux pas que ma femme te reproche. Qu'est-ce qu'elle me reproche ta femme ? Dis-moi. J'aimerais pas que ma femme te reproche de laisser des choses qui pourraient contrevenir à la chasteté des oreilles de mes enfants, qui m'écoutent de temps en temps. C'est bien dit ça. Oh là. Sabrina, j'ai besoin de gens comme toi pour calmer un peu cette ferveur. Il ne me regarde même pas quand il parle. Quoi en plus le mépris classe. Mais non, j'ai un casque sur les oreilles. Oui, ça empêche de voir le casque. Bah oui, il y a le paravent là pour transparent. Je veux dire, ici on a quand même de quoi se protéger du Covid-19. Donc tu vois, c'est tout ça qui fait que parfois je pivote pas très bien pour la regarder. C'est pas grave. Pardon. En tout cas, oui Sabrina. Oui, par rapport à l'insulte, écoutez, moi je me sens pas insultée sincèrement. D'accord. Moi ces débats me dépassent. Vous savez, quand on a ce que j'appelle moi une maturité spirituelle, on peut insulter qui on veut, on peut dessiner ce qu'on veut, mais moi ça ne m'atteint pas dans ma foi ou dans. D'ailleurs, personne ne sait en quoi je crois d'ailleurs. Mais ça ne regarde pas. Voilà. Mais non, moi je ne me sens vraiment pas que ce soit par rapport à des caricatures de Charlie Hebdo et de. Faut être au-dessus. Non, mais ça ne m'intéresse pas, je ne regarde pas. Je suis artiste également, donc du coup, le sens de la satire. Oui. D'accord. Beaucoup de talent caché. Je peins. Non, je regarde ça. Bon, on peut lui trouver un petit côté artistique. Ok, mais ça, je comprends. Ouais. Mais le sens politique qu'on lui donne, sincèrement, moi, je ne me sens pas insultée. Après, il faut tenir compte d'une chose, parce que toi, t'as sans doute la maturité qu'il faut. Vite, mais les gens qui se sentent insultés sont des gens qui ne réfléchissent pas, ils réagissent. Et quand on réagit. Voilà, ça donne faut prendre en compte un petit peu. Merci Audi Kazi, merci Gamel Abina et merci beaucoup Sabrina Aoud. Je pense que merci ton passage. Pour l'invitation, oui. Oui, mais ça va être une invitation qui va se transformer, j'ai l'impression. Je la sens bien celle-là. Qu'est-ce que t'en penses, moi, Gamal ? Oui, Sabrina Aoud. En mode recrutement là. Merci. Toujours le mercato, mon vieux. Mercato est ouvert. Absolument, il est ouvert. D'ailleurs, il y a match de l'équipe de France ce soir, les gars. Et on rappelle que l'Algérie a fait 2-2 hier. Ça me plaît bien ça. Et la Tunisie qui joue depuis 17h et ce soir le Maroc à 20h, je crois, si je ne m'abuse. Mahrez, il est en feu. Il est en feu, Mahrez. Il est en feu, absolument. Bon, dans un instant, il est en feu aussi, c'est Medjed. Dans un instant, sur France Maghreb 2 avec Cheikh Neri qui sera avec vous pour vous accompagner. Donc la rigolade est au rendez-vous. Bonne soirée à tous, merci de votre fidélité. Rendez-vous demain avec Emmanuel Dupuy qui sera avec nous, avec Audrey Pronosti et Abiba Bigdad. Il est 18h, c'est l'heure du journal de RFI. Ciao à tous et à demain, 16h.